Bienvenue à tous à la lingerie des grands voisins. Est-ce que vous entendez bien? Parfait. Alors désolé, on s'est fait un petit peu surprendre par notre pendule défaillante qui marquait 10 minutes de retard. On pensait qu'on était pile dans les temps et on voit qu'on a déjà pris 10 minutes de retard. Bon, ça aura laissé le temps aux retardataires de nous rejoindre. Alors, je me présente, Laurence Dufort, je suis directrice du CAE de Paris, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Paris. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette première rencontre d'un cycle de petites conférences de Saint-Vincent-de-Paul qui sont lancées à l'initiative de Paris Batignolles Aménagement et en partenariat donc avec le CAE de Paris, avec pour ambition de parler du projet avec un regard un petit peu décalé, de questionner le projet et de le mettre en perspective avec de nombreux enjeux qui croisent ce qu'implique la restructuration d'un nouveau quartier de ville. Alors, ne vous y trompez pas, ce cycle de conférences, ce ne sont pas une nouvelle série de réunions publiques ou de réunions d'information sur le projet. Ce n'est pas du tout l'objet. Paris Batignolles organise de nombreux ateliers de travail ou réunions publiques autour de ce sujet-là. Ces petites conférences, c'est vraiment plutôt pour mettre en perspective des problématiques urbaines, des grands enjeux urbains, sur le faire la ville, sur la construction d'un nouveau tissu urbain dans un milieu urbain dense comme celui du 14e arrondissement. Et donc, on va vous proposer à travers ce cycle de traiter toute une série de thématiques avec tous les sujets qui traversent les problématiques de ce site, de logement, de commerce, de mobilité, d'aménagement paysager. Et aujourd'hui, on va commencer par une première problématique qui est l'héritage du site et comment on travaille avec cet héritage. Alors, je vais céder la parole à ma collaboratrice Solène Mouret qui va animer cette rencontre et puis qui vous dira quelques mots d'introduction. Et je vais lui laisser le soin de vous présenter les intervenants de ce soir. Merci Laurence. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors donc Laurence le disait à l'instant, nous allons parler ce soir de l'héritage et les transformations urbaines de la ville et plus particulièrement autour de ce site de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai à mes côtés pour le faire Yannick Beltrando, architecte urbaniste à l'agence Agnoji Beltrando et en charge de la coordination de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. Émilie Moreau, également, urbaniste à la Pure, l'atelier parisien d'urbanistes, qui est pilote d'études sociétales, sociales et d'innovation. Et moi-même, donc Solène Mouret, architecte urbaniste au CAE de Paris. On avait envie, donc, pour cette première soirée, quand même, puisqu'on est dans un site particulier, la lingerie, au sein du site Saint-Vincent-de-Paul, aujourd'hui qu'on connaît mieux sous le terme, la dénomination des grands voisins, mais c'est vrai que cette ZAC Saint-Vincent-de-Paul, elle est inscrite dans l'histoire urbaine de ce site du 14e arrondissement. Et dans un premier temps, je vais rapidement vous présenter l'histoire de cet espace urbain pour mieux comprendre l'environnement dans lequel on se situe et dans lequel l'ancien hôpital a été construit. Donc, finalement, cette soirée, elle va vous proposer une histoire urbaine, une histoire de la ville, avec la première strate qui est celle historique. Ensuite, une seconde strate qui va un peu décrire ce qu'est l'urbanisme temporaire, avec l'intervention d'Émilie Moreau. Et enfin, avec l'intervention de Yannick Beltrando, on partira sur une strate d'approche sur le patrimoine, une approche architecturale, une dernière strate de comment faire la ville sur la ville aujourd'hui. L'histoire urbaine du sud parisien est marquée par son axe en fait nord-sud, actuellement la rue Saint-Jacques. On pourrait vous faire lever la main pour savoir qui sont parmi vous les habitants du 14e, peut-être, éventuellement. Merci. Donc une bonne moitié quand même. Un secteur que vous connaissez donc pour la plupart très bien, donc cet axe nord-sud, le Cardo, qui marque les portes d'Orléans et qui est marqué par aussi cette enceinte de Philippe Auguste. Et on voit sur cette carte donc, qu'on est sur un territoire qui a été longtemps rural et donc qui s'est urbanisé vraiment au fur et à mesure des siècles, mais qui, on peut le voir, je ne sais pas si ça fait pointeur. Tac, tac, tac. Voilà, super, parfait. On voit évidemment, on repère des grands axes qui deviendront donc évidemment des rues de Paris. Mais ce qu'on voit surtout, ce sont des grandes emprises, donc que ce soit de jardins ou de domaines.
Et donc ces domaines, là vous le voyez, donc on a repéré sur le sud de Paris et notamment dans le secteur du 14e arrondissement toute l'implantation des congrégations religieuses, donc qui se sont implantées dans ce secteur dès le Moyen-Âge, mais plus fortement au XVIIe siècle. Donc, dans cette zone, puisqu'effectivement l'axe que je vous montrais juste auparavant, la rue Saint-Jacques, était un lieu où de départ pour les pèlerinages, en tout cas qui était arpenté par les pèlerins, et puis aussi une grande proximité par le sud, au quartier latin, au quartier Saint-Germain, au couvent des Chartreux et Port-Royal également. Donc on a comme ça sur cette carte de grands domaines ecclésiastiques qui sont marqués par des logiques de composition, donc de grands terrains, de grands jardins et de grands espaces bâtis. Évidemment, c'est une carte qui n'est pas exhaustive, parce qu'on n'a pas repéré au-delà du 14e et de ses abords immédiats toutes ces grandes occupations, congrégations religieuses. Néanmoins, elle a pour but de vous montrer la densité de ces espaces et la façon dont ça installe dans la ville des grandes enclaves. Donc, installés dans la ville, d'autant plus qu'au moment de l'annexion l'annexion des communes proches de Paris et donc de l'installation de Paris dans ses limites qui sont actuelles, on voit que dans la première moitié du 19e siècle, la population de Paris double et donc ces congrégations religieuses, en plus avec la Révolution, transforment, changent de fonction pour la plupart et deviennent pour beaucoup d'entre elles des hospices tout d'abord et des hôpitaux. Donc on a, par l'annexion de ces territoires, donc encore des occupations. Vous le voyez peut-être pas très bien sur cette carte, néanmoins, on est encore dans un territoire annexé qui combine un tissu très hétérogène, de lotissements, de terrains ruraux, encore une fois, et puis de ces grandes emprises religieuses et hospitalières. Néanmoins, on le voit un petit peu plus en zoomé ici. Vous avez l'emplacement des hôpitaux dans le sud de Paris à la fin du 19e. Et donc, on a encore une extrême densité dans le secteur, avec représenté en rouge le site où nous sommes ce soir, à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, des usages dans la ville qui définissent vraiment des enclaves urbaines, enclaves par leur tracé, par leurs murs, et aussi par leur monofonctionnalité. On parle d'enclave urbaine souvent aussi quand le site n'a qu'une seule fonction. C'est le cas, par exemple, à titre de comparaison, des casernes militaires, par exemple. Donc, en ce qui concerne le site de Saint-Vincent-de-Paul, où nous sommes ce soir, donc là, je reprends des illustrations tirées d'une étude que M. Lozeral a fait pour les études préliminaires aux aménagements qui se passent ici. Et donc, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, donc un espace architectural et patrimonial, un tracé urbain qui a été construit sur presque 4 siècles, avec des changements d'affectation, mais finalement, on passe en 1760 de l'institution de l'oratoire, l'hospice de la maternité 1830, et puis, excusez-moi, c'est pas le pointeur. Et puis surtout, ce qu'on peut voir apparaître, c'est-à-dire qu'au moment de la Révolution, ces institutions religieuses perdent de la place aussi dans la ville se densifie, les fonctions d'hôpitaux prennent plus de poids et donc la parcelle se réduit, les terrains, on va dire paysagers de jardins typiques des enclos monastiques et des congrégations religieuses se rétrécissent et pour donner vraiment des sites beaucoup plus densifiés liés à la fonction bien sûr d'hôpital. Néanmoins, cet héritage historique et d'usage lié aux congrégations religieuses, on le retrouve encore aujourd'hui sur ce site, puisque vous reconnaissez là le bâtiment de l'oratoire, donc, qui est sur l'une des cours quand on arrive sur la rue d'Enfer-Rochereau, et donc avec aussi également la chapelle. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Laurence ne l'a pas dit en introduction, mais ces petites conférences ont lieu
tout le temps aux grands voisins, soit ici à la lingerie, soit dans la pouponnière de la chapelle. Donc ce sera aussi l'occasion d'être dans ce lieu un petit peu exceptionnel du site de Saint-Vincent-de-Paul. Ces bâtiments sont vraiment clairement un témoin de ce qui s'est passé en tant qu'usage et histoire de ce site. Et finalement, quand on prend des cartes plus récentes de l'occupation de cette parcelle îlot, par sa grandeur, hein, on a donc l'hôpital hospice de Saint-Vincent-de-Paul qui prend son nom en 1942. Donc sur cette image, on a vraiment un territoire qui a été marqué par 2 grands types d'occupation pendant vraiment des siècles, plusieurs siècles. Donc soit un usage religieux, soit un usage de soins. Et finalement, aujourd'hui, on est dans cette première strate d'héritage d'un patrimoine, d'un usage, quelque chose qui a marqué l'empreinte des lieux, que ce soit dans sa trame urbaine, dans sa trame physique, hein, en 3 dimensions, de sa clôture même, sa perméabilité. Et on est dans une logique de petite ville dans la ville, puisque les hôpitaux avaient aussi cette fonction de fonctionner un petit peu en vase clos. Et donc, l'enjeu de ces terrains, et c'est le cas aussi quand je vous montrais la carte du sud parisien, où on voyait les secteurs comme Boucicaut, sur lequel ces opérations de transformation, de reconquête d'enclave urbaine a aussi opéré il n'y a pas très longtemps. L'idée, c'est de réinvestir ces lieux-là pour les faire redevenir, j'ai envie de dire, ou les faire devenir une ville presque banale, les réintégrer au tissu urbain existant. L'idée étant d'ouvrir ce quartier sur la ville, dans son grand ensemble. Et ce qui est intéressant, par rapport aux autres sites, comme je le citais, Boucicaut ou d'autres grandes enclaves hospitalières qui ont déjà vécu à Paris ces grandes mutations urbaines et architecturales, ce qui est intéressant et ce qui fait la spécificité de Saint-Vincent-de-Paul, de ce site où on est ce soir, c'est vraiment d'avoir amorcé un changement de regard sur son urbanisme et sur son identité par cet urbanisme transitoire. C'est vraiment ce qui a été, ce qui a amorcé vraiment le renouvellement des usages sur ce territoire, le renouvellement de son identité presque, puisque au travers de cette marque de fabrique, les grands voisins, il y a toute une nouvelle dynamique d'usage qui est apparue. Et il nous semblait vraiment intéressant, et c'est pour ça que nous avions convié ce soir Émilie Moreau à être avec nous, parce qu'il nous semblait intéressant de pouvoir vous présenter ce qu'est la définition, je te passe la petite télécommande, ce qu'est exactement la définition de l'urbanisme transitoire, parce qu'on en entend souvent parler, on en a beaucoup parlé avec cet exemple de Saint-Vincent-de-Paul, mais ce n'est pas le seul exemple d'urbanisme transitoire à l'échelle parisienne et à l'échelle de l'Île-de-France, et il nous semblait intéressant de reposer la définition de cet urbanisme. Émilie, je te passe la parole. Oui, merci et bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler d'urbanisme transitoire, je vais vous parler du projet des grands voisins. Parce que c'est vrai que cet urbanisme, même s'il est de temps court, il fait d'une certaine manière aussi partie de l'héritage du projet déjà. Donc je vais essayer de décrypter ce concept avec vous ce soir. Un concept, c'est vrai, dont on parle beaucoup, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Même si finalement ces termes que l'on emploie recouvrent des situations, des projets de nature extrêmement variés. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'urbanisme transitoire? Donc, quelques éléments de définition que vous avez ici. Donc, le terme de temporaire, d'urbanisme temporaire, donc, peut qualifier des aménagements provisoires ou des projets d'occupation sur un temps donné qui ne sont pas nécessairement prédéfinis. On a l'urbanisme transitoire qui, quant à lui, implique une notion de transition. Donc, c'est bien le cas ici. Les aménagements et projets réalisés se font sur une période de transition d'un site en vue d'un projet urbain futur. C'est donc le cas à Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, ces projets d'urbanisme transitoire jouent un rôle de préfiguration du projet urbain. Et on a enfin un dernier type d'urbanisme qui s'intitule donc l'urbanisme tactique, autrement appelé urbanisme éphémère,
qui, quant à lui, décrit des pratiques qui favorisent des changements très rapides, spontanés dans l'espace public, à faible coût, et qui peuvent aussi faire référence à de l'événementiel. Alors, pourquoi est-ce que ces projets d'urbanisme temporaire ou transitoire se développent-ils aujourd'hui ? En réalité, ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau. On peut évoquer par exemple les squats des années 70, même l'habitat spontané, c'est une forme d'occupation temporaire de l'espace. En fait, ce qui caractérise les projets qui se développent aujourd'hui, il nous semble, c'est le fait qu'ils se développent dans un cadre légal, dans le cadre de conventions d'occupation temporaire, souvent à l'initiative des propriétaires eux-mêmes, donc de propriétaires de bâtiments ou de terrains nus. Et puis la nouveauté peut-être, c'est aussi le fait qu'ils se multiplient, qui concernent des sites aujourd'hui extrêmement variés et pour certains de superficies extrêmement importantes. Alors, quels sont les facteurs explicatifs de cette multiplication ? Donc, on a noté quelques facteurs d'explication. La principale explication, c'est peut-être, elle réside sans doute dans l'augmentation, tout simplement, des prix fonciers et immobiliers, surtout dans une zone tendue comme Paris et sa banlieue. Puisque on constate une augmentation très forte des prix, notamment des prix de bureaux, de tertiaire, de l'immobilier commercial. Et ce qui rend les coûts de portage pour les propriétaires de ces terrains, les propriétaires de bâtiments, particulièrement élevés, d'autant plus que la vacance, le fait de laisser ces bâtiments, par exemple, vacants, engendre également des coûts de gardiennage, par exemple, ou des coûts de sécurisation de ces sites. Donc des prix immobiliers en augmentation, c'est le premier facteur d'explication. Un deuxième facteur d'explication réside aussi sans doute dans le fait que les projets urbains sont de plus en plus longs, s'étirent parfois sur plus de 10 ans, ce qui explique le besoin et aussi l'intérêt de pouvoir, sur la durée de ces projets, finalement développer des usages, animer ces sites qui sont inoccupés ou vacants pendant de longues périodes. Dans le même temps, on a paradoxalement une vacance immobilière qui se développe aussi en lien avec l'obsolescence de certains bâtiments, l'obsolescence de certaines fonctions urbaines, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Solène, avec par exemple des espaces de bureaux, des espaces tertiaires qui très vite deviennent obsolescents. Pour vous donner un chiffre, on a une surface de bureaux en Île-de-France, de bureaux inoccupés, qui est estimée à plus de 3 millions de mètres carrés, ce qui correspond à plusieurs, 40 je crois, tours Montparnasse, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc on voit qu'on a finalement un potentiel immobilier à investir qui est assez considérable. Mais ça peut concerner aussi des sites anciennement industriels qui sont aujourd'hui délaissés, désaffectés, des sites hospitaliers comme ici. En parallèle, on a aussi donc une augmentation des prix qui renforce la difficulté pour certains acteurs de trouver des locaux, d'accéder au marché. Les prix donc, sont vraiment élevés pour certains porteurs de projets, des associations, des entrepreneurs, des artistes, des associatifs, donc, comme je le disais. Et donc l'urbanisme temporaire, en offrant des espaces à plus faible coût, avec des loyers moins élevés, offre des réponses à tous ces acteurs qui ne trouvent pas de réponse sinon dans le marché traditionnel. Et enfin, on a aussi finalement un nouveau type d'acteurs qui émerge, des professionnels qui sont spécialisés dans cet urbanisme temporaire, dans l'occupation d'espaces temporaires, qui jouent un rôle d'intermédiaire, qui contribuent à animer le site, qui apportent aussi leur expertise sur certains projets, donc comme par exemple ici l'association Plateau Urbain, qui est intervenue donc, pour le projet des Grands Voisins. Et donc, finalement, la mise en œuvre de ces projets d'occupation temporaire introduit une forme de renouvellement des pratiques, une forme de renouvellement aussi des relations entre acteurs de l'aménagement, entre acteurs privés, entre acteurs publics. Alors, dans le cadre d'une étude que nous avons publiée récemment à la Pure, donc intitulée La ville autrement, je ne sais pas si c'est pas très lisible, je suis désolée. Nous avons recensé à peu près une centaine d'expériences de ce type dans le Grand Paris, alors en cours ou récentes, hein, certaines sont terminées.
Et donc, on a pu analyser dans le cadre de cette étude une petite sélection de ces projets. Donc, en fait, ce que l'on peut constater d'abord, c'est que ces projets sont vraiment de nature extrêmement diverse sur des sites variés. Ça va de terrains nus, de chantiers, d'entrepôts, d'immeubles de logement, d'immeubles de bureaux, d'ouvrages patrimoniaux. Donc, une très grande diversité de sites. On constate aussi qu'on a des projets qui concernent des acteurs très divers, des activités extrêmement différentes. Ça va d'activités et de création artistique à l'hébergement temporaire, comme ça a été le cas ici, des projets d'agriculture urbaine, d'artisanat, de diffusion aussi culturelle. Avec des projets de taille également variés. Donc ça peut aller d'occupation d'un bâtiment unique à des sites extrêmement vastes. Comme ici, et puis avec aussi des projets qui peuvent s'étaler sur des périodes de temps très variables, de quelques mois à plusieurs années, avec parfois aussi des expériences de pérennisation finalement des occupations temporaires sur site, où l'occupation se transforme en un projet pérenne. Alors ce que l'on constate aussi, c'est que finalement, même malgré leur caractère extrêmement divers, ces projets ont en commun une très grande mixité d'usages, c'est-à-dire d'activités, qui s'y développent, pas seulement en partage de surface, mais aussi finalement en usages transversaux, complémentaires, qui incluent très souvent, on les retrouve dans la majorité des projets qu'on a pu analyser, qui incluent une dimension artistique ou culturelle. Alors, je voulais, avant de passer à cet exemple donc, des grands voisins, puis vous rappeler quelques éléments un peu forts de cette expérience, vous présenter très rapidement quelques exemples issus, qui se développent ailleurs dans le Grand Paris, et même en région, avec un projet à Rennes. Donc, avec, vous le voyez, finalement, des projets qui se développent sur des sites qui étaient, comme ici, donc, délaissés, abandonnés, en tout cas qui changeaient d'usage. Donc c'est le cas du 6B à Saint-Denis, qui est aujourd'hui un lieu de création et de diffusion artistique pluridisciplinaire et qui est installé dans un ancien immeuble de bureaux que vous voyez sur la photo en haut. Et cet immeuble est situé au cœur d'un projet urbain, un futur quartier donc, qui s'appelle Gare Confluence à Saint-Denis. Et donc aujourd'hui, ce site accueille plus de 150 résidents, artistes et jeunes entreprises sur un espace de plus de 7000 m². Voilà. Donc, à l'origine, il était vraiment pensé comme une occupation temporaire et il a vraiment joué un rôle de préfiguration du projet futur avec l'ensemble des parties prenantes, donc l'aménageur, Quartus, les acteurs publics qui étaient également impliqués et qui travaillent aujourd'hui ensemble à la pérennisation de ce projet sur site, puisqu'on est passé d'un projet d'occupation temporaire à un projet pérenne. Alors, ce que l'on peut retenir en 2 mots de cet exemple, c'est d'une part qu'il a apporté une réponse concrète à des besoins du territoire, le fait qu'autant d'artistes en fait, se soient finalement fédérés autour du 6B montre en fait le besoin d'espace pouvant accueillir ces artistes et finalement ces dynamiques culturelles et qui manquent aujourd'hui à l'échelle du territoire du Grand Paris. Donc la réponse à un besoin d'espace très important. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me paraît important par rapport à nos réflexions d'aujourd'hui sur la question d'héritage, d'évolution des sites, c'est le fait que cette action du 6B, ce projet d'occupation, a finalement vraiment participé à la réflexion d'ensemble sur la transformation du quartier. Donc il a révélé des usages, il a mis en lumière des potentiels du site et donc qui a pu contribuer à la définition du projet avec un exemple qui est par exemple l'ouverture du projet sur les bords du fleuve, donc certains espaces ouverts sur le fleuve qui n'avaient pas forcément été anticipés au départ dans la définition du projet. Un deuxième exemple dans un autre coin de la métropole, à l'ouest, à Nanterre, que vous connaissez aussi peut-être, donc le pavillon du docteur Pierre, qui est une ancienne usine de dentifrice et qui est également située au sein d'une opération d'aménagement, un projet urbain mixte, donc qui comprend à la fois des bureaux et des logements. Et donc ce pavillon du docteur Pierre devait être rénové en un lieu dédié. Il a été vacant pendant de nombreuses années. Et il a finalement, l'objectif était qu'il accueille un projet de lieu dédié à l'économie sociale et solidaire, donc inauguré en juin 2017.
Et donc, ce qu'il a été décidé donc, entre les différents acteurs impliqués dans ce projet, c'est que finalement, ce lieu puisse accueillir une occupation temporaire sur une courte durée de 6 mois, pour à la fois sécuriser le site sur le temps du projet et puis aussi commencer et amorcer une activité en préfiguration de l'activité future. Voilà, donc juste en 2 mots, en fait, le montage a été particulièrement rapide, hein, puisque le temps du projet était là, pour le coup, extrêmement court, et il a été tout de suite pensé comme un outil d'activation du site. Et là encore, comme le précédent exemple, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il a contribué donc à préfigurer le projet, puisqu'il y a un certain nombre d'usages qui ont pu être développés lors de cette occupation temporaire, par exemple un usage, une activité d'agriculture urbaine qui a finalement été retenue dans le projet final par l'aménageur et qui a pu être développé. Voilà un dernier exemple qui est celui de l'hôtel Pasteur à Rennes, qui est, comme vous voyez, un bâtiment également ancien, qui est en fait l'ancienne faculté dentaire de Rennes, de Bretagne, qui a été laissée vide finalement pendant plus de 10 ans. Et qui, à l'initiative du maire de l'époque, en 2013, finalement a été réinvesti par 2 architectes, Patrick Bouchin et Sophie Ricard, en résidence, pour d'abord y créer une université foraine et donc pour réactiver des usages dans ce lieu et y apporter une animation nouvelle. Donc l'aménagement a vraiment été minimal. L'idée était simplement d'ouvrir cet espace à un certain nombre d'occupants nouveaux, d'acteurs culturels pour la plupart, mais pas que, d'entrepreneurs, qui ont finalement développé leur activité au sein de cet espace, avec une programmation ouverte qui s'est faite vraiment au fur et à mesure des propositions des occupants et des acteurs donc, qui souhaitaient investir ce lieu. Donc, au final, cette occupation qui aujourd'hui perdure, en réalité, on est moins là dans finalement une occupation temporaire qu'une occupation transitoire pour quelque chose qu'on ne connaît pas encore, a réellement permis d'ouvrir le site à la fois de nouveaux usages et à la fois au reste du territoire, à la ville, alors qu'on était sur un espace qui était donc un bâtiment très vaste qui était resté vacant pendant de nombreuses années. Alors, ces différents exemples, donc, pour en venir au sujet donc, qui nous occupe ce soir, cette occupation des grands voisins donc, qui participent en lien avec le sujet de la conférence de ce soir, donc à cette question d'héritage et de transformation du site. Donc, c'est une occupation temporaire. Alors moi, je vais parler de la première étape de cette occupation temporaire, c'est-à-dire pas l'étape actuelle, mais celle qui est intervenue entre 2014 et 2017. Au moment finalement où 2017 où le projet s'est engagé sur le quartier. Alors initialement donc ce projet d'occupation a été finalement engagé pour développer de l'accueil d'hébergement d'urgence, cette fonction d'hébergement d'urgence par l'association Aurore, et il a été progressivement enrichi de nouvelles fonctions, mais je vais le détailler dans un instant. Donc là vous avez un plan schématique du site, mais je ne vais pas m'y attarder. Voilà, quelques dates jalons pour essayer de présenter finalement ce projet d'occupation temporaire et les différents éléments clés qui ont marqué son développement. Donc, comme le rappelait Solène tout à l'heure, on avait sur ce site un hôpital finalement spécialisé dans les naissances, dans les soins aux enfants, qui a cessé progressivement ses activités. Donc à partir de 2011, la PHP a progressivement donc, déplacé certains de ses services hors de Saint-Vincent-de-Paul, et les bâtiments vacants à cette date ont été confiés à l'association Aurore, donc spécialisée, vous la connaissez sans doute, donc, dans la lutte contre l'exclusion et l'hébergement d'urgence. Donc en 2014, l'hôpital cesse définitivement ses activités. Et à ce moment-là, donc il y a déjà un accueil, une fonction d'hébergement d'urgence qui est installée dans le site. Et à ce moment-là, donc Aurore, en lien avec les décideurs publics, la mairie d'arrondissement, la ville de Paris, s'accorde sur le fait d'occuper au mieux ce site en y développant donc à la fois des activités d'insertion en lien avec cette fonction d'hébergement d'urgence, mais en essayant aussi d'ouvrir
le site à d'autres usages et d'y permettre finalement une diversité d'activités. Et donc ils font appel pour ça à de nouveaux acteurs, des partenaires nouveaux, qui sont l'association Plateau Urbain, donc qui est spécialisée dans le montage d'occupations temporaires, et dans donc la mise en relation entre gestionnaires de sites et occupants d'un site, et également avec l'association Yes We Camp, qui a la charge, quant à elle, d'aménager des espaces extérieurs et d'animer des sites d'occupation temporaire comme celui-ci. Donc le fait d'offrir en fait ces espaces à d'autres acteurs à moindre coût permet réellement de diversifier finalement les activités et les publics accueillis sur le site. C'est un moyen aussi finalement pour Aurore d'équilibrer ses dépenses, son budget, en permettant, en fait, en offrant ces espaces pour un coût qui reste modéré, mais qui lui permet finalement de financer une partie de ses activités sur site. Donc, en 2 mots, peut-être le choix des occupants, le choix des structures résidentes, il s'est fait selon plusieurs critères. L'idée, c'était d'abord de vérifier que le besoin finalement d'avoir un espace était bien réel, d'offrir, comme je le disais tout à l'heure en introduction, à des porteurs de projets qui ne pouvaient pas forcément se loger, être hébergés dans des locaux classiques, des bureaux ou des espaces au prix du marché. Donc déjà, vérifier ce besoin-là. Et puis d'autre part, faire attention au fait que finalement ces porteurs de projets puissent contribuer à la diversité des usages et des activités qui se développaient sur le site, et puis qu'ils puissent finalement participer aussi à la synergie de ce projet en lien, en écho avec les autres résidents du site. Alors les collaborations entre les occupants finalement du site se sont tissées dès le début du projet, et puis se sont approfondies au fur et à mesure de l'occupation, au fur et à mesure de son avancée, sachant que donc, la contrepartie vraiment exigée aux structures qui occupaient ce site, aux différents acteurs, était de participer à la dynamique collective du projet, ce qui a plutôt bien fonctionné sur toute cette période des 3 ans. Alors, donc un schéma très compliqué pour vous montrer finalement la carte des acteurs impliqués dans cette occupation temporaire, qui met en évidence le nombre très important finalement d'acteurs qui ont investi et qui ont été impliqués dans cette occupation. Alors les 3 associations qui en ont été responsables, et dont j'ai déjà parlé, qui sont Aurore, donc pour l'hébergement social, et qui était vraiment porteuse du projet, en lien avec donc, les 2 associations Plateau Urbain et Yes We Camp, donc associées, en relation évidemment étroite avec l'ensemble des acteurs impliqués sur le projet d'écoquartier, donc sur le projet de Saint-Vincent-de-Paul, le propriétaire du site, l'aménageur, la ville, la mairie du 14e évidemment, et en lien avec les usagers qui sont multiples, à la fois les occupants dont je parlais tout à l'heure, les visiteurs, puisque les visiteurs, vous le savez, ont été extrêmement nombreux sur ce site, et évidemment également les habitants du quartier. Alors voilà, donc ça c'est justement le mapping de tous ces occupants. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais en tout cas qui montre finalement, je crois je le dirai dans un instant, mais on a eu sur site plus de 170 acteurs, associations, entrepreneurs, artistes qui ont investi ce site, avec l'idée donc intervenant sur des thématiques extrêmement variées, allant de l'agriculture urbaine, l'artisanat, l'économie bien sûr, la culture, avec l'idée sur site, donc dans chacun des bâtiments qui pouvaient être investis, de bien mixer les activités pour favoriser les échanges et finalement les synergies entre acteurs de profils extrêmement divers. Et donc c'est ça qui était intéressant, et c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure aussi dans la présentation de ce qu'est l'urbanisme transitoire et ce qu'il favorise. C'est l'idée de partager à la fois des surfaces, mais au-delà, avoir des usages vraiment transversaux et mixtes qui finalement développent des synergies, au-delà de chacun des projets qui, en soi, est évidemment intéressant. Alors, quelques chiffres clés. Donc, tout ça, c'est issu de l'étude La ville autrement, qui est en ligne sur le site de l'APUR, si vous souhaitez avoir plus de détails, notamment sur d'autres projets qui sont analysés.
Donc quelques chiffres pour illustrer le projet. Il a ouvert finalement un espace énorme sur le quartier, 15 000 m², ouvert au public. Chaque jour, donc 1500 personnes ont directement profité de ce lieu, donc sans compter les visiteurs. Là, sur les 1500, on a à la fois les 600 personnes qui étaient hébergées au titre de l'hébergement d'urgence, donc des personnes sans abri, et 900 salariés, entre guillemets, en fait, résidents, vous avez vu tout à l'heure sur le mapping. Donc voilà, le site accueillait 175 associations et entreprises résidentes. Donc ce que l'on peut retenir, je ne vais pas détailler tous ces chiffres, mais c'est finalement qu'au travers de cet exemple, on a pu passer, comme l'évoquait tout à l'heure Solène, d'un site monofonctionnel qui avait une fonction d'hôpital, de site hospitalier, dans ce quartier résidentiel du 14e arrondissement, à un projet en l'espace d'assez peu de temps, finalement, sur une période assez courte, qui a révélé des potentiels énormes, à la fois en termes d'activité, en termes d'usage, en termes aussi d'attractivité. On l'a vu, le rayonnement du site a été extrêmement important sur l'arrondissement, mais bien au-delà. Et donc on voit que finalement ce projet d'occupation temporaire, toujours en écho avec le sujet de la conférence d'aujourd'hui, a permis aussi un changement de regard et d'ouvrir vraiment ce site qui était finalement pas si ouvert que ça, d'ouvrir ce site donc à la fois à de nouveaux usages, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi vraiment à son quartier et au territoire plus largement, donc à un territoire beaucoup plus vaste. Alors voilà, je vais terminer l'intervention par quelques éléments finalement plus généraux sur les projets d'urbanisme temporaire, ce que l'on peut en retenir avec ces 4 points que j'ai notés ici, qui sont finalement dans l'ensemble des exemples qu'on a pu à la fois voir ici ce soir et puis qui sont détaillés dans l'étude. On voit que ce sont des projets qui sont d'abord ancrés dans leur territoire et qui font émerger des besoins locaux dans une forme d'approche qu'on qualifie de programmation ouverte. C'est-à-dire qu'à l'inverse des projets urbains qui sont souvent prédéfinis au départ, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert avec finalement des usages, des activités qui peuvent s'intégrer au projet au fur et à mesure de son avancée, de sa programmation. Donc des projets, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qui sont finalement transversaux, qui permettent de révéler des activités qui sont souvent mixtes et donc de casser le caractère très monofonctionnel d'un site, que ce soit un site de bureau, un immeuble de logement ou un site ici, un hôpital comme à Saint-Vincent-de-Paul. On a des projets finalement qui sont des projets positifs pour l'ensemble des acteurs impliqués. On l'a vu pour les occupants, offrir des espaces à moindre coût. Pour les visiteurs, offrir des espaces aussi de divertissement, des espaces de partage, de loisirs. Et puis évidemment pour les propriétaires de sites, c'est un gain financier. Ça permet de sécuriser des sites et d'économiser des frais de gardiennage, voire d'éviter des squats qui peuvent dégrader fortement des espaces ou des bâtiments. Alors on l'a vu également, l'occupation temporaire impacte de manière plus ou moins directe d'ailleurs, mais le projet urbain et finalement contribue à révéler des potentialités d'un site. En termes à la fois de programmation, on l'a vu ici avec les activités qui s'y sont développées, mais aussi en termes d'aménagement. On l'a vu tout à l'heure sur le 6B par exemple. Et donc un exemple finalement de ce rôle de préfiguration ici, c'est le fait que cet espace, la lingerie finalement, qui a été le lieu d'énormément de partage, de rencontres, qui accueille cette conférence aujourd'hui, sera finalement préservé dans le projet urbain futur, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Donc là, c'est vraiment ce qui s'y est passé sur ce site pendant ces quelques mois qui a permis de révéler à la fois l'importance et puis le rôle que pouvait jouer cet espace encore dans un projet de quartier futur. Et également le fait de montrer que finalement l'activité commerciale qui a pu s'y développer, l'activité artisanale
au sein de ce projet pouvait présenter une forme de viabilité. Et c'est finalement une programmation qui a été, mais je pense que Yannick en dira un mot tout à l'heure, le précisera peut-être, a été précisée ou augmentée finalement dans le projet d'écoquartier qui a été défini au final. Pour finir, donc un mot sur les défis. Donc on voit que finalement ces projets s'accompagnent d'énormément de promesses, en tout cas d'éléments positifs, qui sont intéressants pour l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, pour le territoire aussi lui-même. Mais ils s'accompagnent aussi d'un certain nombre d'enjeux, de questions qui pour certaines restent un petit peu posées et qui sont également analysées dans l'étude, avec l'un des enjeux les plus importants sans doute qui reste celui du modèle économique, qui pouvant faire vivre ces expériences temporaires. Un sujet qui n'est pas complètement réglé, même si des réflexions sont en cours, notamment sur le fait peut-être de réserver une part du budget de l'opération d'aménagement, un certain pourcentage des dépenses, au financement de cette occupation temporaire, en lui reconnaissant finalement une valeur en termes de préfiguration du projet. Mais il y a d'autres modèles. Là, finalement, ce projet d'occupation a été viable au bout de 2 ans et a montré finalement sa capacité à se développer en étant finalement autonome en termes économiques. Le cadre juridique qui apparaît aujourd'hui également peu adapté et très contraignant, et qui appelle sans doute des évolutions aussi au niveau de ce cadre légal. Et enfin, un dernier défi, il me semble, qui est précisément celui de l'héritage, sur le fait de pouvoir effectivement intégrer ce qu'a fait émerger le projet d'occupation temporaire au projet final, ce qui pose aussi et surtout la question de la sortie du temporaire, qui constitue vraiment une étape cruciale, puisque si l'on veut pouvoir généraliser ces approches, dont on voit qu'elles sont vraiment intéressantes, comme des approches très d'union, comme des approches de transition, de préfiguration, il faut que la fin, finalement, se passe bien, qu'elle puisse être anticipée et qu'elle puisse se faire dans une relation de confiance qui est maintenue entre l'ensemble des acteurs impliqués, donc que ce soit évidemment le propriétaire, l'aménageur, les occupants et ce qu'on appelle les facilitateurs, tous les acteurs qui ont été impliqués dans ce projet d'occupation temporaire et qui ont pu la faire vivre. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, juste pour rebondir sur deux mots que tu as dit, effectivement, cette première séance parle de manière globale de l'héritage et des différentes strates, que ce soit l'héritage historique et l'héritage temporaire. Et effectivement, au sein de cette douzaine de conférences qu'on inaugure ce soir avec vous, on va creuser certaines des thématiques. Alors, tu parlais effectivement de cet héritage commercial qui a été impulsé par cette occupation. Ça fera l'objet d'une conférence à proprement parler. Le sujet de ces nouveaux commerces, on en fera une soirée particulière, donc ça ne sera pas vraiment la suite du propos. Mais avant de passer à la suite, justement, peut-être qu'il y a quelques questions dans la salle déjà à propos de cette question de l'urbanisme temporaire et de la façon dont ça peut impacter différents sites. Vous l'avez vu sur la carte de l'Île-de-France, effectivement, on est sur des territoires très nombreux qui sont touchés, avec des échelles complètement différentes et qui vont... Oui ? Attendez, on va vous faire passer un petit micro. D'où vient ce nom, les grands voisins? Qu'est-ce qui a inventé? C'est un nom super. C'est une très très bonne question. Alors... Sur ce site-là, ou vous voulez dire de manière générale dans la structure? Sur les grands voisins. Actuellement ou dans la première phase? Maintenant. Très bonne question. Alors, y a-t-il quelqu'un de Yes We Camp quelque part dans la salle qui pourrait... Alors 200 personnes pour Aurore, donc, déjà. 600 personnes dans la première phase. Et pour la question du nom des grands voisins, c'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Si quelqu'un peut m'aider dans la salle.
l'origine du mot, qui l'a inventé, je ne sais pas. Mais je travaille ici, je fais partie donc, des grands voisins. Enfin, je suis grande voisine, voisine maintenant. Et le fait qu'il y ait des résidents, donc il y avait 600 résidents à la première saison. Maintenant, il n'en reste plus que 150-200. Je n'ai pas les chiffres exacts qu'il faut vérifier. Et il y avait plus de 1000 personnes qui travaillaient sur le site lors de la première saison. Maintenant, il y a beaucoup moins de personnes parce que le site se réduit. Donc, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui travaillent et qui habitent. Donc, ça fait donc, ce grand village. Et donc, je pense que c'est de là qu'est parti ce mot, tout simplement. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est vrai que ça traduit bien l'idée qui est effectivement, au-delà du fait que finalement ces espaces soient occupés par différents occupants, qu'il y ait une vraie interaction entre ces occupants, donc qui sont de grands voisins. Je trouve que c'est intéressant. Après, je sais pas si toi, Yannick, tu sais d'où vient le terme. Après, c'est un véritable challenge aussi pour le futur quartier, puisque, par exemple, ce cycle de conférences vous invite à décrypter la ville à travers de l'expérience de Saint-Vincent-de-Paul. Pour ceux qui ne sont pas du quartier, Saint-Vincent-de-Paul, peut-être que ça ne parle pas. Et quand on dit « mais si, aux grands voisins », tout le monde dit « ah oui, je vois très bien où c'est ». Voilà. Donc en fait, on voit à quel point cette occupation temporaire a transformé une connaissance du site, a redonné une nouvelle visibilité à tout un quartier de ville. Alors, il y a une ou deux questions en plus. Oui, monsieur ? Je ne sais pas si on entend. Moi, pour m'être promené plusieurs fois sur le site, j'ai l'impression qu'il y a tout de même eu un cloisonnement qui est resté entre les occupants d'Aurore et puis les porteurs de projets, les associations qui sont mises en place à titre temporaire. Et d'autre part, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un entre-soi entre toutes ces associations et le reste du quartier, que le quartier est resté très fermé sur lui-même. Alors c'est vrai que ça c'est un des grands enjeux et je pense que c'est ce que montre aussi l'étude plus globale sur les différents sites sur laquelle vous avez travaillé à la Pure. C'est vrai que ça, c'est une question qui revient souvent parce que ces objectifs d'urbanisme transitoire ou temporaire, c'est quand même à la base une ouverture sur le quartier et qui est parfois un petit peu pointé du doigt comme n'étant pas suffisamment. Ouais. Néanmoins, je crois qu'ici, je vais te laisser aussi répondre pour que tu puisses dire comment ça se passe sur d'autres secteurs, mais en tout cas ici, ce qui a été très impactant, c'est la multiplicité des fonctions qui se sont installées par rapport à par exemple, le 6B où on a une approche. D'ailleurs, je vous invite tous à y aller si vous ne connaissez pas cet endroit qui est vraiment un haut lieu culturel aujourd'hui d'Île-de-France. Qu'on appelle même les nouveaux territoires de l'art, parce que tellement c'est devenu un lieu incontournable. Ici, au Grand Voisin, on a une multiplicité des fonctions qui se sont installées, et notamment celles commerciales, qui ont pu aussi faire vivre un peu différemment ce site. Mais peut-être que tu veux dire un mot sur cette question. Oui, cet enjeu finalement de l'ancrage local des projets, c'est un vrai enjeu. Je ne l'ai pas mentionné voilà. Après, là où je pense que c'est peut-être discutable, hein. C'est-à-dire que justement le fait de pouvoir avoir déjà au sein d'un même espace des publics extrêmement différents, on ne sait pas le faire ailleurs. Donc moi je trouve que ce qu'on a pu voir se développer au Grand Voisin, c'est quand même extrêmement intéressant et voire novateur. Le fait d'avoir à la fois donc, cette fonction d'hébergement avec des activités d'insertion qui, pour certaines, étaient développées par d'autres acteurs sur place, d'autres occupants. Alors, il y a des limites à cela et c'est logique. Voilà. Mais je pense que, quand même, par la qualité aussi du traitement des espaces, des activités d'animation, il y a eu quand même des partages, des synergies qui ont pu s'installer, qui ont certaines limites, c'est sûr, mais qui ont quand même pu se développer, il me semble, sur site. Après, donc autour de ces projets d'urbanisme temporaire, il y a effectivement un véritable enjeu d'ancrage local et c'est pour ça que nous, dans l'étude notamment, on pointe l'importance de pouvoir évaluer aussi ces projets, mesurer leurs externalités, c'est-à-dire ce qu'ils produisent en termes économiques, mais pas que, puisqu'on voit que ça peut aller bien au-delà, et savoir aussi du coup qui fréquente, qui en bénéficie, qui sont les acteurs
qui s'installent dans ces espaces. Est-ce qu'ils sont issus du quartier, de l'arrondissement? Est-ce qu'ils viennent d'au-delà? Quels sont les profils? Et tout ça, c'est extrêmement important justement pour pouvoir, parce que là, on est sur des impressions, finalement des ressentis, et pouvoir être aussi plus précis pour cette question d'ancrage local, de finalement qui est là et qui en bénéficie. Très bien. Alors, je vois qu'il y a de multiples mains qui se lèvent dans la salle, mais il y a tout un temps de questions qui se fera aussi à la fin de la séance. Donc je vous invite, on les garde en mémoire et puis on reprendra notre discussion. Mais j'aimerais poursuivre pour qu'on ne prenne pas non plus trop de retard. Puisque, donc vous l'avez vu, ce site est marqué par un enjeu de taille qui est une reconquête de son histoire, une reconquête de son patrimoine bâti, urbain, dans ses traces. Et alors, je crois qu'il faut sortir de ce diaporama. Oui, il faut sortir. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Et s'impose aujourd'hui une véritable posture à avoir face à ce patrimoine bâti et aussi non bâti. Et donc c'est toute la logique qui hérite aux architectes urbanistes qui travaillent donc sur les postures patrimoniales et architecturales, à comment intégrer l'architecture actuelle avec ces programmes, ces nouveaux programmes pour faire de la ville un nouveau quartier de vie banal. Je le disais en introduction, comment redonner à ce secteur très caractérisé par son usage hospitalier une tonalité de ville classique, finalement, de tissu continu. C'est vraiment toute la logique du travail des architectes urbanistes pour faire de la ville sur la ville. Et je te passe la parole, Yannick Beltrando. Ça marche? Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Écoutez, on est ravis d'être là. On va essayer. J'ai pas mal de diapos, alors je vais essayer d'être un petit peu dynamique. Donc évidemment, la question de l'héritage et de la transformation, c'est un sujet qu'on traite régulièrement dans les différents projets qu'on développe. Notre agence avec mon associé Tomoko qui est au fond de la salle, Agnoji Beltrando. On travaille sur des projets très divers. Ce qui est important, c'est la diversité des projets sur lesquels on travaille. Alors j'ai mis quelques définitions, ça va être un peu barbant. Je vais essayer d'être un peu dynamique par rapport à ce sujet de l'héritage et surtout la transformation. Dans l'idée, nous on travaille plutôt dans l'idée de faire projet avec l'héritage, qui est patrimonial ou pas patrimonial, qui peut être assez varié, qui peut être lié à du bâti, qui peut être lié à des usages, qui peut être lié aussi à des questions culturelles. Et donc c'est tout ça qu'on essaie de transformer, et donc plutôt dans une démarche de continuité et pas de rupture. C'est-à-dire que souvent, déjà on a employé le mot ZAC. ZAC, ça fait, pour moi, dans mon imaginaire, c'est les années 80 ou 90. C'est le projet urbain où on a une grande emprise, et puis on vient tout nettoyer, et puis on construit un nouveau projet. Donc souvent, dans des emprises ferroviaires, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est logique de réinventer une autre logique, mais parfois il y a plein d'endroits où il y a déjà un déjà là qui est intéressant, qu'on aurait démoli il y a 20 ans et qu'aujourd'hui on essaie de conserver et parfois de transformer. Et pour nous, la question de la transformation, elle est plus intéressante parce qu'elle tient compte du déjà là et elle va un petit peu au-delà. Donc j'ai mis quelques ouvrages de référence qui sont tous assez connus, en allant des premiers ouvrages sur la culture du patrimoine 1903 jusqu'aux approches contemporaines. On aurait pu mettre d'autres de Patrick Bouchain, qui est un des grands transformateurs du patrimoine français avec une démarche contemporaine. Et donc j'ai pris quelques définitions que je trouve intéressantes de la Charte de Venise de 1964 liée à la transformation des monuments. Alors est-ce que sur Saint-Vincent-de-Paul on est sur des monuments? La question est ouverte et on s'est vraiment posé toutes ces questions-là. La première question, alors c'est l'article 4 de la charte, il y a 15 articles, on les trouve sur Internet, je trouve ça très intéressant. La conservation des monuments impose d'abord la permanence de leur entretien. Première action, avant de refaire, on entretient, ce qui est plutôt une action de continuité. Je ne vais pas vous lire tous les articles.
L'article 9, la restauration. Donc la restauration, alors on a mis quelques notions, on reviendra dessus. La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le respect de sa substance ancienne et de documents authentiques. Un petit peu plus loin, l'article 11, l'article 11 et 12 qui pour nous sont assez fondamentaux. Les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être respectés, l'unité de style n'étant pas un but à atteindre en cours d'une restauration. C'est-à-dire que souvent, on imagine qu'un monument, quand on travaille dessus et qu'on le restaure, on doit revenir à l'état antérieur. C'est toujours un sujet qu'on a avec les architectes des bâtiments de France. Et évidemment, entre un monument classé extrêmement rare, etc., où il y a une légitimité, sur plein d'autres types de patrimoine, la transformation, elle est plus intéressante. Se pose la question de qu'est-ce qu'on retire, jusqu'à quelle époque, qu'est-ce qui est légitime. Pour nous, c'est des questions un petit peu de fond. Et puis l'article 12, les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent s'intégrer harmonieusement à l'ensemble, tout en se distinguant des parties originales, afin que la restauration ne falsifie pas le document d'art et d'histoire. Donc ça, c'est l'UNESCO. Donc l'UNESCO, vous voyez, elle a une approche dans les années 60 qui est déjà une vision contemporaine du patrimoine et qui n'est pas une vision historicisante de retour à un passé idéal, etc. Et ça, pour nous, on travaille de manière empirique sur nos projets, mais évidemment, ces fondements sont importants. Alors, quand on discute de patrimoine, il y a toujours deux notions qui reviennent, qui ont été édictées dans la charte de 1931 de l'UNESCO, qui est la question de l'authenticité, donc qualité d'un fait conforme à la vérité, donc l'authenticité d'un bâtiment, et son intégrité, le caractère intact du patrimoine. Généralement, quand vous avez des études qui sont historiques, d'évaluation des bâtiments, qui sont faites par des historiens, il y en a une très grande sur l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui a été faite par le Graal, les critères de jugement finaux de est-ce qu'on va conserver ou pas conserver un bâtiment, c'est l'authenticité mêlée à l'intégrité. On peut avoir un bâtiment qui est authentiquement intéressant d'un point de vue historique ou social, etc., et qui a été tellement transformé qu'il a perdu toute son intégrité. Donc se pose la question de sa réhabilitation, de sa conservation. Donc évidemment, sur Saint-Vincent-de-Paul, on a eu tous les cas de figure, c'est ça qui est évidemment intéressant. Réparation, entretenir pour faire durer, rénovation, la remise aux normes, qui est une action un petit peu plus conséquente que la réparation, la restauration, qui est une rénovation, donc on remet aux normes, mais en plus on revient vers un état esthétique antérieur. On a bien vu que l'UNESCO là-dessus avait une position assez mesurée sur la restauration, qu'elle doit être assez exceptionnelle. Et puis ensuite, on a mis des notions qu'on utilise souvent plutôt dans nos projets. Je vais revenir un petit peu dessus avant d'arriver à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Je regarde l'heure en même temps. Ça va, j'ai encore un peu de temps. La juxtaposition, donc on a un héritage et donc on ne va pas intervenir dessus, on va tout faire pour se mettre à côté. Donc ça, c'est des cas assez exceptionnels. Il faut avoir évidemment de la place. On va vous montrer un exemple. L'addition, c'est par rapport, on aurait pu trouver plein de manières de définir, mais c'est on a un bâtiment, un monument, un quartier de ville, et on va avoir une action sur ce lieu en ajoutant plutôt des usages ou des nouvelles fonctions, et que ces usages et ces nouvelles fonctions soient réversibles, c'est-à-dire qu'on puisse les retirer. Comme ça, l'intervention contemporaine, elle ne dénature pas l'héritage qui existe, qu'il soit intègre ou pas intègre. Et puis, dernier point, c'est l'hybridation, qui sont des interventions contemporaines, identifiables, toujours dans l'idée de la charte de 64, mêlées à un héritage. Donc là où on va à la fois restaurer, à la fois transformer plus en profondeur un bâtiment ou un quartier, justement parce qu'il y a des enjeux programmatiques souvent qui vont au-delà d'une simple réparation du bâtiment. Je vais illustrer ça avec quelques exemples avant d'arriver à Saint-Vincent-de-Paul, parce que je suis peut-être allé un peu vite, on pourra revenir dessus. Donc on va passer en revue 4 projets qu'on a développés à l'agence. Donc la juxtaposition, donc on travaille à côté. L'addition, donc sur à la fois un bâtiment, c'était un projet, c'est un concours qu'on avait perdu, mais qu'on avait bien aimé, donc à Clichy-la-Garenne. L'addition dans l'espace public qui rejoint évidemment l'occupation temporaire et la préfiguration, et puis l'hybridation sur un projet sur lequel on travaille avec Tomoko dans Paris, donc sur la caserne de Reuilly. La juxtaposition, donc là on est pas très loin on est tout au bout de l'Île-de-France, au début de la Normandie, donc à La Roche-Guyon, sur un des plus beaux
château en bord de Seine. Donc là devant, c'est la Seine, c'est en noir et blanc, avec un donjon historique, un château Renaissance. Donc on est sur un site extraordinaire avec un grand jardin potager composé à la française qu'on devine à cet endroit-là. Et évidemment, on a travaillé sur l'installation d'une escale fluviale pour des bateaux de croisière sur la Seine. Évidemment, sur un site comme ça, c'est assez compliqué d'agir. C'est un site qui est classé. Là, on n'a pas les architectes des bâtiments en France, on a des monuments historiques. Enfin, on a des commissions assez incroyables. Et évidemment, les bateaux de croisière sur la Seine, ils font 150 mètres de long, 130 mètres de long. Donc, ils sont plus longs que la façade du château. Donc, évidemment, c'est des questions assez délicates. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, on a réussi. Là, vous avez le donjon, le château qu'on voyait, on a la Seine. Donc, on a des cônes de visibilité à respecter, etc. Les premières implantations pour des questions de navigabilité, elles étaient posées devant le château. Puis, en travaillant, on s'est rendu compte qu'il y avait la culée d'un pont qui avait été bombardé, enfin détruit pendant la Seconde Guerre mondiale qui était là. Il restait encore quelques ouvrages en béton. Et donc, on a proposé de décaler l'ouvrage, donc de faire un ouvrage contemporain, mais décalé. Donc là, c'est l'action peut-être la plus facile. Donc là, on a la passerelle qu'on a livrée cet été. On est de côté, on devine le château. Et là, on a la passerelle et des dunes. Les dunes, ils font 8 mètres de haut. Donc c'est assez important. La passerelle fait, on ne s'en rend pas compte parce que la Seine est large. Elle fait 30 mètres de long. Donc c'est déjà un petit pont. C'est piétonnier, mais c'est un petit pont. Deuxième type d'action. La question de l'addition. Alors souvent, l'addition, c'est ce qu'on a dans les grandes interventions d'art contemporain. Là, on a mis un très bel exemple au Grand Palais. Donc, c'est toujours dans le cadre de Monumenta. C'était en 2010 ou 2011. C'était l'intervention d'Anish Kapoor, qui révèle la dimension de la voûte à travers une sorte d'objet gonflable assez incroyable. Puis voilà, un jour, il est démonté et tout va bien. Donc, on a travaillé sur la Maison du Peuple à Clichy-la-Garenne, donc qui est un bâtiment qui est classé monument historique. Qui est en friche quasiment depuis plus de 20 ans. Il n'y a qu'un marché en rez-de-chaussée qui est utilisé. C'est un bâtiment de Baudouin et Lodz et Jean Prouvé, construit en 1932, donc en structure métallique, avec des planchers extrêmement fins, des façades en aluminium, donc un objet assez magnifique, très léger, qui avait été restauré. Donc les façades avaient été restaurées quand on a fait ce concours. Et se poser la question de quelle activité on peut faire dans ce bâtiment. La ville de Clichy avait un projet de médiathèque, donc avait étudié une médiathèque. Le coût, puisqu'on avait des planchers métalliques qui étaient rétractables, etc. Enfin, tout un système hyper ingénieux. Évidemment, ça ne supporte pas le poids d'étagères et pas le poids de livres. Donc, son projet médiathèque, juste pour réadapter la structure du bâtiment, c'était 20 millions d'euros de travaux. Donc, un projet qui était inatteignable pour faire une médiathèque, ce qui est 4 fois le prix quasiment d'une médiathèque. Donc, on avait travaillé sur ce concours plutôt dans l'idée de dire adaptons l'usage au bâtiment. Et essayons de voir quelle est la portance réelle des planchers, qu'est-ce qu'on peut y faire. Il y avait des activités historiques qui étaient le marché en rez-de-chaussée. Ça a été un des grands lieux dans les planchers rétractables. Il y a eu du cinéma dans les années 30. Quand on ouvrait le plancher, le soir, on pouvait faire un ring de boxe. Donc c'était aussi un lieu de spectacle. Donc c'est un bâtiment extrêmement inventif avec une toiture, un toit qui était ouvrant, etc. Tout ça étant restauré. Mais on n'avait pas d'occupation pour le bâtiment. Donc là, on avait proposé de faire un lieu d'accueil et de congrès, parce qu'il y a pas mal d'entreprises à Clichy, avec en rez-de-chaussée la restauration du marché dans la structure existante. Là, on voit le bâtiment et ses façades. Et l'étage, qui est plus aux normes de rien du tout d'un point de vue sécurité incendie, on avait travaillé sur, il y a des grands escaliers, etc., sur la jauge maximum que pouvait accueillir le bâtiment, le maximum de sa capacité. Et donc, on avait proposé une intervention temporaire pour faire un petit centre de congrès local avec une structure qui soit totalement démontable, donc sur estrade, qu'on puisse un jour retirer et donner une autre fonction au bâtiment. Donc ça, c'est la question de l'addition. Dans un bâtiment, ça rejoint évidemment l'urbanisme temporaire. Et donc justement, la question de la pérennité de l'urbanisme temporaire qu'a évoqué Émilie est vraiment une question importante. Autre exemple, à Montreuil, sur le carrefour de la Croix de Chavaux, donc un carrefour aujourd'hui routier avec un giratoire, je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent, donc avec un lieu qui est plein de flux, plein de voitures, etc., avec un lieu qui est surdimensionné, donc on circule trop vite, c'est dangereux pour les piétons, on ne traverse pas. Pour autant, on est dans le centre-ville. Et donc, on a élaboré un projet participatif avec
avec pendant pas mal d'ateliers de participation avec les habitants, sur sur quel scénario on va transformer la place. Donc c'est le scénario en bas à droite qui est ici, qui a été choisi par les élus et par la population. On a concerté pendant 1 an et demi sur le sujet, avec l'idée de pincer les flux, de faire un vaste espace piéton. Évidemment, ça faisait peur à certaines personnes, à certains commerçants. Enfin, évidemment, une transformation aussi radicale, c'est très compliqué. Et donc, on a proposé, donc ça, c'était une étude qu'on a faite en 2016. En 2017, à l'été 2017, donc là, il y avait un parking en marge de la place, qui était le parking du marché, qui est un petit peu plus loin, de 50 places, qui est un peu le parking central de la ville, sachant qu'il y a quand même un parking sur ouvrage, etc. Et donc, pendant l'été 2017, on a fermé ce parking et on y a mis plein d'usages. Des jeux pour enfants, une piste à vélo, une scène pour faire des concerts, des terrains de basket. Enfin, sur un lieu très petit, on a concentré beaucoup d'usages pour voir si ça pouvait prendre. Donc c'est de l'urbanisme temporaire. Et puis à la fin de l'été, on a fait un bilan avec les habitants. On s'est rendu compte que ça marchait bien, que la scène, il y avait un système de sonorisation qui se coupait à 22h, mais les enfants sont tellement intelligents qu'ils ont réussi à le faire marcher toute la nuit. Donc la scène, on l'a retirée, par exemple. La piste cyclable qui était juste peinte au sol parce qu'on ne voulait pas dépenser d'argent, et ben, c'est devenu le lieu d'apprentissage du vélo à Montreuil. Donc on l'a pérennisé, on a trouvé une structure d'occasion en bois et on a posé une structure en bois. Et puis cette année, on a travaillé sur la partie nord de la place où on a une 2x2 voies qui va vers l'autoroute A3 et on l'a passé à 2 fois 1 voie pendant l'été et on a installé tout un espace de préfiguration. Et là, on a fait le retour avec les habitants pour voir si ça marche. Et la dernière phase, évidemment, ça sera la grande piétonisation de l'espace qui fait quasiment, enfin c'est bon, à l'échelle de Montreuil, c'est 1/4 de la place de la République à Paris, donc c'est un grand espace. Et donc on a transformé cet espace pour très peu de moyens. Et aujourd'hui se pose la question, donc comment est-ce qu'on va arriver au projet final dans un contexte économique assez tendu côté Montreuil. Là, c'est quelques images à gauche, c'était 2017, donc sur le parking, avec un lieu qui a pas mal fonctionné, il y avait un brumisateur et plein de choses. Puis ça, c'est l'année 2018, c'était l'été dernier, où on a travaillé la partie de la 2x2 voies qui est fermée aux piétons. Évidemment, se pose la question de la réversibilité, donc vous voyez que tout se passe, on ne le voit pas bien, mais avec des gabarets en béton et des potelets, tout ça étant évidemment totalement réversible. La piste cyclable est peinte. Là, on a la piste cyclable en 2017 et puis celle qui a été achetée début 2018 pour les enfants. C'est des projets intéressants parce que ça pose évidemment la question, c'est du patrimoine. Est-ce que de la route, c'est du patrimoine? On peut quand même se poser la question de la transformation du patrimoine des années 70. Enfin, tout peut être patrimoine ou rien peut être patrimoine. Donc c'est toujours un objet de débat sans fin et le livre de François Choët à ce sujet-là est hyper intéressant. Qu'est-ce qui légitime un patrimoine? Souvent une reconnaissance historique ou la recherche d'une certaine reconnaissance ou d'une légitimité. Et donc nous, on aborde nos projets un petit peu comme ça, c'est-à-dire à la fois dans le patrimoine et dans la transformation. Dernier point, donc un projet qu'on a là c'est une image en perspective qui est dans le 12e arrondissement, donc la caserne de Reuilly à Paris, donc qui est en chantier, où dans le bâtiment principal de la caserne, vous voyez que les fenêtres sont très espacées, c'est une caserne, c'est très monumental parce que les murs sont très pleins, etc. Se poser la question de la transformation de ce bâtiment en logement. Donc évidemment, derrière chaque fenêtre, il y a 35 mètres carrés. Donc si vous mettez 2 fenêtres, vous avez déjà 70 mètres carrés pour 2 pièces. Donc c'est trop grand, c'est pas adaptable au contexte. Évidemment, dans le contexte de l'Île-de-France, il faut construire plus, etc. dans le bâtiment. Enfin, il y a tout un sujet de densification. Donc on devait rajouter 30% de surface en plus dans le bâtiment. Et nous, cette image de la grande façade monumentale qui sera sur le futur jardin, elle était pour notre agence fondamentale à conserver. Donc on a travaillé justement sur l'idée de l'hybridation. Et donc on a la façade qu'on voyait tout à l'heure, c'est cette façade-là où on a conservé des grands volumes de pièces, donc de 35 mètres carrés, séjour cuisine. Et puis sur la partie arrière du bâtiment, donc qui est moins visible, on est en train de travailler à la déconstruction d'une partie du bâtiment et la reconstruction de nouveaux planchers intermédiaires. Vous voyez, dans 2 étages, on en met 3. Donc on a des petits logements avec balcon de ce côté-là, et puis là, des grands logements avec séjour et chambres ici, ou des séjours avec des demi-duplex, avec des séjours qui ont une hauteur et demie. Donc c'est une idée de transformation du patrimoine, et évidemment, toujours dans l'état d'esprit
de la charte de 64, l'intervention contemporaine. On n'est pas en train de faire du façadisme ou du faux bâtiment avec 2,50 m de hauteur sous plafond. Quand on a 2,50 m de hauteur sous plafond, on a des usages en plus, donc un balcon, une terrasse, et donc c'est une façade contemporaine qui s'inscrit dans l'épure du bâtiment ancien, sachant qu'on a une très belle charpente qu'on a conservée, dans laquelle on fait des appartements. Donc voilà, l'hybridation, c'est peut-être le sujet le plus complexe, à savoir où est-ce qu'on s'arrête, où commence la création, qu'est-ce qu'on doit montrer, qu'est-ce qu'on ne doit pas montrer, est-ce qu'on doit être ostentatoire ou plutôt sobre. Enfin, toutes ces questions-là, elles se posent sur tous les projets évidemment qu'on développe, et elles se posera évidemment à Saint-Vincent-de-Paul. Tout ça pour arriver à Saint-Vincent-de-Paul. Alors, on va reprendre l'histoire du site, mais sans la refaire. Donc, vous avez vu l'oratoire, l'axe, la composition. Ce qui nous intéresse, comme je l'ai déjà dit, c'est comment est-ce qu'on s'inscrit dans une continuité et comment est-ce qu'on ne va pas inventer un nouveau projet. Souvent, le projet urbain, c'est le moment de la tabula rasa, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose, on va intervenir. Et donc, comme on intervient et qu'on va transformer tous les usages, on va supprimer les bâtiments anciens, obsolètes, pour les remplacer par autre chose. Ici, il y a un patrimoine qui est existant et il s'est développé d'une manière assez particulière de ce grand jardin et de cet oratoire monastique. La transformation à la Révolution française dans un orphelinat avec les premiers bâtiments, puis après les bâtiments des divisions qui ont été mis en place. Courant 19e siècle, la France, qui est un grand pays qui a été conquérir le monde, a aussi ramené des maladies. Donc, on a mis en place les premiers pavillons d'isolement. Donc, dans le jardin, ici, il reste la maison des médecins, qui est un des pavillons d'isolement pour les maladies infectieuses, où on mettait les enfants malades en quarantaine. Et puis, au fur et à mesure du 19e siècle, l'hôpital va s'ajouter à la fonction d'orphelinat. On va construire le bâtiment Robin par lequel on est tous entrés. Ah, j'ai plus de batterie. Si. Non, il n'y en a plus. Là. Ah, pardon. Voilà, le bâtiment Robin. Donc, il était le bâtiment de l'administration de l'hôpital, construit dans les années 1880 à peu près. Et puis, au XXe siècle, on passe à la professionnalisation de la médecine, avec évidemment un bâtiment extrêmement important, c'est le bâtiment Pinard. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Solène quand elle dit qu'avant les grands voisins, personne ne connaissait Saint-Vincent-de-Paul. Pinard a été inauguré en 1934. C'est pour lancer le débat. Pinard a été inauguré en 1934. Il a été en activité pendant à peu près 70 ans. On sait qu'il y a au bas mot 400 000 Parisiens qui sont nés là. Donc, il y a pas mal de gens qui connaissent Saint-Vincent-de-Paul parce qu'ils s'y sont nés ou parce qu'ils ont été à la maternité voir des amis. Donc Pinard 1934, la lingerie, la clinique Lelong pour soigner les enfants, donc qui est construit dans les années 1950. C'est le grand bâtiment en briques qu'on voit à l'entrée. Et puis on voit aujourd'hui le résultat de ce qui existe. On est passé de cette grande logique de composition avec un jardin à la française à une densification, puisque le terrain de l'hôpital, aujourd'hui, on a des grands enclos monastiques sur les côtés. On a encore le couvent de la Visitation qui est gigantesque, là, avec un très grand parc, mais qui est aujourd'hui réservé aux sœurs. Et donc, on a un projet qui s'est construit au fur et à mesure, dans le temps, en ajoutant des usages, en démolissant un bout de bâtiment parce qu'il n'avait plus de fonction, en rajoutant d'autres, en construisant un parking sous le bâtiment Pinard, etc. Et nous, cette histoire, on l'a trouvée extrêmement riche et c'était extrêmement compliqué de se dire, il y a eu des visions à travers certaines études historiques d'un retour en arrière où il fallait retrouver une grande composition, retrouver un axe, etc. Alors qu'on était sur un lieu qui s'était transformé. Et pour nous, c'est intéressant sur ce titre de se dire comment est-ce qu'on prolonge cette histoire, comment est-ce que évidemment, faire un projet urbain pour 600 logements, des équipements publics, etc., c'est forcément faire acte de transformation, mais c'est aussi dans une idée de modestie, d'économie, de recyclage, de se dire qu'est-ce qu'on peut réemployer, réutiliser pour opérer cette transformation. Donc on a fait une étude extrêmement fine, on a regardé avec l'agence tous les bâtiments un peu dans tous les sens, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Il y avait eu les études précédentes, il faut quand même le citer, de Xavier Lozeral, qui avait été extrêmement sérieuse, qu'on a repris. Enfin, nous, on réinvente pas tout, on s'est nourri un peu de tout le contexte précédent. Et puis, on a essayé de faire un projet
le plus ouvert possible, mais qui tiennent compte de ces traces. On pourrait se dire, on peut raser la moitié de l'îlot parce qu'on veut faire un grand machin, etc. Bon, ce n'était pas du tout notre approche, on était plus dans une approche d'économie. Voilà, donc évidemment, on a toute cette architecture hospitalière du XVIIe siècle, bon, l'architecture monastique jusqu'au bâtiment à l'entrée, la rapine des années 90, bon, qui n'est pas le plus intéressant, mais à chaque fois, on a eu, par exemple, dans Pinard, ou le long, des innovations techniques assez importantes à leur époque. Des toitures terrasses qui ont été masquées pour donner du soleil comme un sanatorium, des bâtiments de 14 mètres, 100 points porteurs. Enfin, donc chaque bâtiment peut être intéressant, évidemment, se pose la question desquels on va garder. Donc on a une discussion, évidemment, et qui était déjà engagée avec les architectes des bâtiments de France, sachant que sur ce site, il n'y a aucun bâtiment qui est protégé au titre du patrimoine. C'est l'accord qu'a eu les hôpitaux de Paris avec les architectes des bâtiments de France pendant des années et des années, c'est qu'on ne classait rien sur les hôpitaux. Donc il y a quelques rares exceptions, quelques chapelles, etc. Mais c'est très rare. Donc l'oratoire, ça aurait pu être un bâtiment classé, mais il n'a jamais été classé. Donc on est parti du principe qu'on essaie de garder les témoignages les plus intéressants et puis un bâtiment qui serait représentatif d'à peu près chaque époque. Deuxième point dans la lecture de site, les grandes allées paysagères. On a des allées, voilà, ici, juste à l'endroit où on est aujourd'hui, où on est dans une ambiance très urbaine. Et puis d'autres endroits sur les abords du site où on a ces grandes allées de tilleuls qui sont des restes de l'activité monastique, où on est dans des secteurs beaucoup plus paysagers, ou comme on l'est côté Fondation Cartier. Donc à gauche, c'est les entrées du projet qu'on avait en commençant à travailler, la surface, travailler sur un écoquartier. Il y avait déjà eu tout un travail de concertation. Il y a certaines personnes qui étaient déjà là en 2014-2015 qui se reconnaissent. Il y avait eu déjà un travail assez fin et dans lequel on s'est inscrit. Il y avait des questions de patrimoine, etc. Et puis donc à droite, un peu la méthode de projet qu'on a voulu développer, donc plutôt travailler sur un projet processus, c'est-à-dire d'avoir des fondamentaux assez simples et que ces fondamentaux puissent intégrer l'histoire du site ou intégrer l'histoire de l'évolution du site dans le temps court du projet urbain. Donc évidemment, les grands voisins, on a commencé à travailler à l'été 2015, les grands voisins n'étaient pas ouverts, on a présenté nos orientations de projet en septembre 2015, les grands voisins ont ouvert en octobre 2015. Donc on était juste un peu avant eux, on n'a pas travaillé main dans la main, mais bon, on a tous regardé ce que faisaient les uns et ce que faisaient les autres, et on reviendra peut-être dessus, mais voilà, ça nous a aussi pas mal aidé. Et puis on avait plein de points communs sur lesquels on se rejoignait. Évidemment, un des points importants pour nous, au-delà de l'héritage construit, c'est aussi l'héritage social. Cette maternité, cette grande maternité parisienne, un des endroits où on a aussi inventé la médecine moderne à Paris, autour du bâtiment Pinard. L'accueil des enfants, on trouvait ça intéressant, on se disait que c'était aussi quelque chose de très particulier à développer, même si évidemment on allait passer d'une grande emprise, une grande enclave, comme disait Solène, à quelque chose d'autre, une ville plus ordinaire. Donc comment est-ce qu'on en garde des traces? Et puis la question de la frugalité, de travailler voilà, sur pourquoi est-ce qu'on ne limiterait pas les démolitions, qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser entre les bâtiments, dans les espaces extérieurs, entre les arbres. Il y a des très beaux arbres, il y a des arbres plus ordinaires, mais en fait ce qui nous intéressait, c'était aussi de se dire on va essayer de travailler au maximum de ce qu'on peut faire, non pas pour inventer un nouveau quartier qui serait parfait, mais pour que quand on vient dans le nouveau quartier, il y ait déjà certains arbres à grand développement, des arbres plus petits, etc. Évidemment, on est sur un site qui fait 3,5 hectares, donc il est tout petit. Donc en termes d'opérationnalité aujourd'hui, c'est un casse-tête pour Paris-Batignolles parce que voilà, il faut faire passer, il y a quelques démolitions qui ont lieu, mais il va falloir faire passer les camions de chantier, avoir des baraquements de chantier, etc. dans un espace très contraint. Donc à chaque fois, on se pose la question de qu'est-ce qu'on garde pas. On n'a pas encore tout résolu aujourd'hui. Voilà. Et puis la question de la réparation, de la rénovation, de la restauration. Donc les fondements du projet urbain sur lequel on était parti en 2015, qu'on a essayé de prolonger aujourd'hui. On travaille toujours à peu près avec Pardon, elle n'est pas à l'heure, alors il est 29. Ah si, elle est à l'heure. Si, elle est passée à l'heure. Donc les fondements du projet urbain, c'était la question de l'enclos. On parle toujours des grandes enclaves dans la ville, l'hôpital comme une enclave, etc. Et l'enclave, c'est une connotation très péjorative. Pour nous, quand on a visité le site la première fois, c'était vide, il n'y avait pas encore d'activité.
On s'est dit, waouh, c'est magnifique, toutes ces allées abandonnées, tous ces bâtiments un peu décrépits, etc. Et on s'est dit, il y a des très beaux murs d'enceinte en pierre. Il y a des murs parfois qui font 1 mètre d'épaisseur, donc des ouvrages assez importants. Et on est plutôt parti du principe de dire on est plutôt dans un enclos comme un enclos monastique, puisque c'était son histoire, et que l'enclos, quand on parle d'enclos, tout de suite ça évoque des qualités intrinsèques, des qualités intérieures. Et on se disait, bah voilà, on est dans un arrondissement comme un peu chic. L'enclavement, généralement, c'est péjoratif, parce qu'on se dit il faut percer des rues, parce qu'il y a un côté danger, etc., d'être dans un espace confiné. Là, pour nous, l'espace, il avait plutôt plus de qualité. Évidemment, quand on va y mettre 600 logements, il va falloir quand même l'ouvrir sur le quartier. Donc il y avait 2 enjeux qui étaient de multiplier les entrées, donc l'entrée véhicule, l'entrée par la cour de Robin à réouvrir. Par exemple, dans le projet de Xavier Lauzeral, Robin, c'était le bâtiment de l'école. Ça voulait dire qu'il y aurait l'entrée sur l'avenue d'Enfer Rochereau qui serait ouverte, et puis il tournerait un peu le dos au site le reste du temps. Traverser l'oratoire, et puis on a l'entrée côté Boissonnade qu'on souhaite garder comme une entrée piétonne. Pour conserver le caractère très paisible du site, en 2015, on a proposé donc de faire que tous les bâtiments soient desservis en termes de livraison, desserte incendie, etc., par une voie unique qui fait tout le tour du site, qui ne traverse pas. Donc on rentre d'un côté, on sort de l'autre, on a fait 700 mètres. Donc a priori, il n'y a pas d'idée de raccourci. C'est plutôt un lieu dans lequel on va se perdre. Et donc on a travaillé sur cette ouverture avec un espace partagé dans lequel on va circuler très lentement. Voilà. Et où les publics vont se croiser. Deuxième idée, c'était la croisée paysagère. C'était de retirer l'asphalte du centre pour faire un espace paysager central. 4000 m² de jardin public. Il y en avait 2000 dans le programme d'origine, donc on a essayé de pousser au-delà, de conserver le maximum d'arbres dans les différents îlots. La conservation du bâti, évidemment, là, le travail assez fin. Donc évidemment, il y avait des bâtiments sur lesquels il n'y avait pas débat, c'est-à-dire l'oratoire du 17e et Robin. Ça posait pas voilà, ceux-là c'était sûr. Après il y avait des débats autour de la lingerie, de la chaufferie, Pinard-le-Long, donc par exemple dans les études de Xavier Lauzeral, Pinard devait être démoli parce qu'il avait été aussi dénaturé par le parking souterrain sous la cour, etc. Alors, mais le reste du bâtiment était magnifique dans son état d'origine, etc. Et donc nous on a plutôt plaidé pour que Pinard soit conservé. C'était un peu peut-être un acte un peu fondateur de notre approche, en se disant on est dans un lieu très particulier. Historiquement, il y a plein de gens qui sont passés qui sont nés ou qui sont allés. Donc c'est un lieu que tout le monde connaît. Et c'est un lieu avec une très grande cour. La cour, elle fait 1000 m². Celle qui était suffisante pour l'école, elle en faisait 700. Elle fait 1100 m². Et on s'est dit, pourquoi pas inventer dans ce lieu-là ce qu'on a appelé le super équipement, c'est-à-dire de regrouper l'école, la crèche et puis le gymnase à la place du parking. Donc d'inventer le lieu un peu magique dans une restauration qui soit en fond de site. C'est-à-dire qu'un gymnase est ouvert jusqu'à 22h le soir. C'est-à-dire que les piétons, ils vont traverser le site pendant toute la journée en rentrant d'un côté ou d'un côté de l'autre. Et donc le côté justement enclave et un peu anxiogène, il est aussi contrebalancé par le fait qu'il y ait des flux qui fréquentent le lieu. En contrepartie évidemment de la conservation, le long, donc une surélévation qui était déjà prévue dans le projet de Xavier Lauzeral qu'on a conservé. Et puis en contrepartie de cet aspect patrimonial, vous voyez qu'on n'est pas dans des logiques de composition d'axes, etc. On est plutôt dans la logique de l'îlot, de la densification qui s'était produite. On a 2 îlots donc, contemporains, donc Chauffry et Petit, là, qui vont prendre place. Donc là, on a dessiné un peu n'importe quoi. Ça sera évidemment beaucoup mieux quand il y aura des concours d'architecture. 2 îlots dans lesquels, évidemment, on va se poser la question de faire l'architecture contemporaine. Alors, on est en train d'écrire les fiches de l'eau avec Paris-Batignolles, mais on a un accord sur le fait que ça sera contemporain, mais quand même sobre, que ça sera aussi dans le respect de la brique sur place et de la pierre de taille. Donc voilà, on ne va pas faire du pastiche, ce n'est pas du tout l'objet, mais travailler de l'architecture contemporaine avec voilà, une certaine densité, puisque c'est aussi le programme qui nous a été donné. Donc on aura certains bâtiments qui feront 9 étages et qui iront jusqu'au plafond des hauteurs. Donc en cœur de site, pas sur les abords habités. C'était aussi une des discussions qu'on a eues avec les architectes des bâtiments de France, de protéger aussi cette séquence très particulière sur l'avenue d'Enfer Rochereau, où on a une ligne de ciel assez crénelée, qui est assez rare à Paris, puisqu'on est dans une ville très homogène. Et donc se pose la question sur le dernier bâtiment, donc, qui est le grand équipement privé qui sera
voilà, sur lequel il y aura un appel à projet, sur quelle architecture il devra se mettre en place. Autre point extrêmement important, alors qui a été révélé par les grands voisins, Émilie l'a dit, on ne l'a pas repris des grands voisins, on avait déjà cette idée-là, mais voilà, les grands voisins, ils ont sublimé en fait tout ce qu'on avait pensé, donc c'est sublimé, c'est passer de l'état solide à l'état gazeux, donc tac, tout d'un coup ça devient magique, et les grands voisins, ça a été assez magique, et dans leur vie, et dans notre manière d'avoir imaginé le projet, puisqu'on s'était dit que 600 logements, ça avait besoin d'activité, on avait besoin de sortir d'un quartier trop monofonctionnel, trop dédié à de l'habitat, etc. Et donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait faire. Donc on avait des mètres carrés à atteindre, ça c'était la donnée, on ne pouvait pas changer un iota, etc. Et puis on s'est rendu compte que pour faire les 600 logements, on pouvait utiliser un peu moins de mètres carrés. Donc on a baissé le nombre de mètres carrés pour les logements et on a réussi à gagner quasiment 5000 mètres carrés pour de l'activité. Et cette activité, on l'a imaginée dans l'hôpital, vous l'avez sûrement vu pour ceux qui sont promenés, il y a des cours anglaises, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de son histoire, l'hypothèse, l'hôpital n'ayant plus de place pour se développer ses activités, dès les années 30, on a construit donc sous Pinard et puis dans les années 50 sous le Long et après dans tous les autres îlots, des cours anglaises, c'est-à-dire des espaces en contrebas dans lesquels il y avait des laboratoires d'analyse, des espaces de travail, etc. Et donc on s'est dit que réutiliser ces cours anglaises dans les bâtiments qu'on allait conserver, pas pour y mettre du logement évidemment, mais c'était peut-être les lieux où on pouvait mettre de l'activité peut-être avec des loyers modérés. C'est ce qu'on imaginait en 2015 en se disant c'est un peu bizarre. Et puis 2 mois après, les grands voisins ouvrent et puis démontrent qu'évidemment il y a un public, il y a un marché. Évidemment, toute la question d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça dans un projet urbain avec une économie qui est autre, etc. C'est un travail que mène Paris-Batignolles. Et puis, dernier point, c'était le commerce. On a une façade en pierre sur l'avenue d'Enfer-Rochereau avec des ouvertures qui ne sont pas très grandes, avec des grilles. Et cette façade, c'était impossible de la dénaturer. Et donc, on a proposé assez rapidement d'imaginer que sur Robin, on pourrait transformer les rez-de-chaussée parce qu'ils avaient déjà été abîmés au fur et à mesure. Il y a eu des écuries à un moment, puis après ça a été rebouché, il y a eu du bureau, donc les façades ont déjà été pas mal retriturées. D'imaginer que cette cour, elle pourrait accueillir le commerce. On a dit que ce n'était pas le débat ce soir, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études commerciales et tous les opérateurs commerciaux disaient mais il n'y a pas de commercialité parce que c'est une avenue passante, mais personne n'y passe. Il n'y a pas de façade sur l'avenue, il n'y a pas de baie vitrée, donc il n'y aura jamais de commerce, ça ne marchera jamais. Enfin, tous les poncifs dont on a l'habitude sur les projets urbains. Et puis les grands voisins, ils ont démontré que ce lieu pouvait devenir hyper attractif, pas uniquement aux voisins, mais aussi il y a eu le camping de la COP21 qui a pas mal marché pendant les 2 ans d'activité. Et puis aujourd'hui, avec le temps de préfiguration, donc après la fermeture en 2017, il réouvre début 2018, avec, entre guillemets, la préfiguration de ce qu'on va faire dans le projet urbain, et donc du commerce. Vous avez vu qu'il y a un boulanger qui a ouvert, et je crois qu'il ne vit pas si mal. Donc on peut même faire du commerce local de très bonne qualité, dans un lieu, pourtant aujourd'hui, où il n'y a pas beaucoup d'habitants sur place, et où il y a moins d'actifs. Donc ça préfigure déjà quelque chose d'intéressant pour l'avenir. Évidemment, se pose la question des modèles économiques. Donc les activités dans les cours anglaises, la cour de Robin pour du commerce, des espaces un peu extraordinaires comme la Pouponnière où on mettait les enfants trouvés pour des activités, donc des lieux qu'on souhaite garder dans l'hôpital, des lieux à la fois d'histoire, puisque ça, voilà, c'est un lieu un peu dramatique de l'histoire parisienne. Et puis, par exemple, dans le Long, il y a un très bel amphithéâtre de médecine des années 50 avec ses sièges en contreblaqué, etc., qui était à l'abandon. Les grands voisins en ont fait un cinéma, etc. Et là, dans les fiches de l'eau, on demande aux futurs utilisateurs de réemployer cet amphithéâtre. C'était pas gagné au début des discussions, et puis aujourd'hui, avec toute l'expérience des grands voisins, ça a permis vraiment de capitaliser sur toute cette histoire et de montrer que les choses peuvent se transformer de manière différente. Donc voilà, j'avais les grands voisins, j'avais oublié, mais on en a déjà parlé, avec un peu tous les mots-clés, je passe. Et puis aujourd'hui, le projet urbain, avec un dessin axonométrique qui raconte plutôt les usages. Donc on voit la grande croisée centrale. Dans les éléments intéressants, Émilie l'a évoqué, on avait un îlot qui était entièrement construit à cet endroit-là. Et puis avec alors des discussions, pas seulement avec l'héritage des grands voisins, aussi avec la commission du Vieux Paris, avec plein d'acteurs qui interagissent, se posait la question de la conservation de la lingerie. Donc on a refait des études de faisabilité, toujours en conservant la constructivité générale, etc. Et on a trouvé un moyen, en travaillant la densité un peu autrement, de
voilà, de conserver ce bâtiment, qui est un bâtiment relativement intéressant, qui a été beaucoup transformé, puisque si vous le regardez de l'extérieur, il a des grandes fenêtres cintrées, des grandes fenêtres thermales. C'est l'architecture de 1840, de l'époque très rationaliste française, tradition classique. Et ici, vous voyez ce plancher en métal, c'était une double hauteur, et ici, on avait un grand bac, et donc on lavait le linge d'ici, on le mettait à sécher sur les côtés. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, on a eu des machines à laver, donc on a rajouté ce plancher. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les grands voisins, récemment, ils ont réouvert les voûtes de 1840, elles avaient été obstruées, etc. Donc c'est un bâtiment intéressant parce qu'il a aussi une histoire un peu qui raconte bien l'histoire de la transformation de Saint-Vincent-de-Paul. Autre sujet, on avait un plot ici pour des questions aussi de constructibilité, derrière la Fondation Cartier, derrière le bâtiment Le Long, où on avait un beau cèdre. Alors c'était toujours compliqué de se dire il y a un des beaux arbres du site qui va disparaître. On en gardait quand même 80 sur les 120 ou un truc comme ça, donc on en gardait beaucoup. Et puis on a trouvé une manière de le conserver en redistribuant un peu la densité différemment. Là, on voit Pinard avec tout l'enjeu du lieu attractif, la cour de Robin, et puis ici, ce que sera le Cinespic, on a moins parlé, mais justement un bâtiment dont on ne sait pas grand-chose, qui aura un appel à projet, un lieu peut-être un peu mystérieux, culturel, et là on attend, et on s'est mis d'accord avec les architectes des bâtiments de France, que dans cette séquence très particulière, on aura un objet contemporain, justement, dans la question de l'héritage. On va aussi développer un héritage pour le siècle futur autour de ce bâtiment d'enfer sur lequel il y aura un concours qui regroupera à la fois la restauration la plus pure, Robin, où il y aura donc le commerce en rez-de-chaussée, et puis d'enfer. Donc les trois vont être mis au concours en même temps, avec une équipe qui devra répondre sur tous ces points-là. Donc une équipe sûrement très complète, un projet très complexe à bâtir, mais un enjeu extrêmement fort. Quelques images, je les ai en grand, je vais les passer en grand. Là, on a toute la question de l'activation des socles. Donc comment est-ce qu'on prolonge l'héritage en réutilisant tous les sous-sols pour en faire de l'activité, peut-être à des loyers modérés. Ça, c'est un des sujets du moment. Pinard, donc voilà le bâtiment qui nous a tant intéressé avec sa grande cour, avec l'ajout des années 70, les toitures qui ont été rajoutées dans les années 50, c'était des toitures plates à l'origine, et puis une idée de la transformation de ce bâtiment avec retrouver de l'agriculture urbaine, y mettre peut-être la crèche, transformer le parking qui est sous la cour en gymnase. Donc voilà ce qu'on avait appelé le super équipement. Alors attendez, j'ai quelques images. Là, on est devant la lingerie, c'était en 2017, c'était avant qu'on mette la palissade des grands voisins. C'était en mi-2017. Là, c'est une image de comment pourrait se transformer le lieu en restaurant, en ouvrant quelques baies, en construisant aussi des nouveaux bâtiments sur l'île aux Petits. La voie en boucle, que j'ai déjà évoqué. Donc l'idée d'avoir un espace extrêmement pincé, de réduire l'imperméabilité du site, tout en conservant les sujets. Ils sont assez ordinaires, hein, c'est des tilleuls, mais ils ont déjà 25 ans, donc ils ont déjà pris un peu d'ampleur. Pourquoi s'en débarrasser? Nous, on est plutôt contre, évidemment. L'espace central, alors là, les images sont très mauvaises, que c'est nos photomontages, et on a fait exprès de faire des photomontages pas très bien finis, parce qu'on ne voulait pas donner l'idée d'une perspective trop parfaite, parce qu'il y a un maître d'œuvre des espaces publics qui a été désigné, l'agence Empreinte, qui va travailler sur tout ce sujet-là, et aussi pour laisser de la place aux autres, donc de ne pas envahir aussi la pensée de tout le monde. Une image de l'espace paysager central, ça pourrait être une autre différente. La cour de Robin, quand on est arrivé en 2015, il n'y avait vraiment rien, donc aujourd'hui, vous voyez, toutes ces façades, elles ont été bouchées. Enfin, il y a eu, vous voyez, ça c'était des portes d'écurie, on a rajouté des fenêtres, donc tout ça, on peut déjà le transformer avec l'idée du commerce, tout ça a déjà vécu. Donc, comment est-ce qu'on pourrait refaire du commerce à cet endroit-là? La question évidemment est posée. Pinard avec ses cours anglaises, les cours anglaises réouvertes, le super équipement, des cours anglaises contemporaines dans les nouveaux îlots, et puis donc la Pouponnière qui était pour nous l'espace un peu symbolique de Saint-Vincent-de-Paul au début du XXe siècle, vous voyez, avec les berceaux, etc. On reconnaît la rosace que tout le monde connaît. La Pouponnière existant, c'est plus existant. C'était en 2015 qu'on arrivait sur le site, il y avait déjà une association qui restaurait des œuvres d'art. Alors ça, c'était des images qu'on avait imaginées avec un bar, une ambiance plutôt, puisqu'il y avait eu un débat pendant la concertation, est-ce qu'on fait quelque chose de très local ou est-ce qu'on fait un restaurant, un lieu de fête, qu'est-ce qu'on fait? Donc on avait produit une image en disant, ça peut être un lieu très local ou ça peut être le lieu de la fête. Évidemment, ça, c'est pas nous de le décider, ça dépendra des preneurs, ça dépendra de plein de choses.
sur lequel on n'a pas du tout la main. Là, depuis, la pouponnière a été réouverte au public et ce bar a été fait, au final, sur une estrade, parce qu'il y a des problèmes structurels dans le bâtiment. Donc on voit qu'on a eu des intuitions, elles se sont confirmées, elles ont été transformées. Enfin, c'est ça qui nous intéresse dans le projet de Saint-Vincent-de-Paul, c'est d'essayer de pousser au maximum en gardant des portes ouvertes pour les transformations. Tous les mois, on se pose des questions sur différents sujets, tout en essayant de maintenir un cap. Et évidemment, ce qui est important, c'est que l'occupation des grands voisins, elle est extrêmement légitime. Elle a pris fin une première fois en fin 2017 de manière assez exemplaire, c'est-à-dire que les grands voisins, ils sont hyper disciplinés. Enfin, je pense qu'on peut saluer leur courage, c'est-à-dire de travailler 2 ans, tout le monde trouvait ce lieu génial, le fermer, ça faisait mal au cœur à tout le monde et à nous en premier. Et puis ils ont très bien respecté la règle du jeu. Dans 2 ans, ça sera le même sujet sur les 3 parties qui restent, puisque cette partie-là sera en travaux. Le reste commencera à peine à ouvrir. Et l'idée évidemment de ce projet, c'est 10 ans de transformation, puisque c'est 2015-2023 où le projet devrait être livré. Je pense que des images qu'on a produites, la transformation, notamment à travers les concours, sera encore très différente des fondamentaux qu'on a essayé de poser. Mais c'est un peu ça qui nous intéresse dans cette question de l'héritage et de la transformation. J'ai été très bavard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être que je peux vous réinviter avec à côté de moi Émilie et puis Yannick à venir à côté de moi, parce qu'on peut, pour finir, peut-être passer le micro s'il y a des questions. Je sais que j'en ai coupé certaines tout à l'heure, si vous voulez les reprendre, et éventuellement d'autres avec cette intervention de Yannick. Merci encore. Le terrain ? À qui appartient le terrain ? Alors, le terrain, il appartenait aux hôpitaux de Paris jusqu'à fin 2016. Fin 2016, il a été cédé à l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui fait du portage foncier pour les collectivités. Et ensuite, en 2015 et fin 2016, il a été cédé donc à Paris Batignolles Aménagement, qui est une structure d'intérêt public avec une participation financière de la ville de Paris qui porte des projets urbains de renouvellement de quartier. Ils ont fait le quartier des Batignolles dans le 17e arrondissement. Donc c'est une structure qui fait tous les aménagements d'équipements, etc. et qui travaille la libération du site, l'équipement du site en réseau. On n'en a pas parlé, mais il y a des réseaux partout en dessous. Dans une enclave d'un hôpital, tout est privé. Donc comment est-ce qu'on transforme ces réseaux, on les rend publics? Donc aujourd'hui, c'est Paris Batignolles Aménagement qui est l'aménageur du site. Et qui va céder donc certains lots privés. Je ne l'ai pas dit, il y a du logement social sur le site, il y a du logement privé, il y a de l'activité, il y a des équipements publics de la ville de Paris. Donc le site va connaître aussi une mutation avec une multiplicité d'acteurs. Mademoiselle, vous aviez une question tout à l'heure déjà ? Pardon. J'ai 2 questions. D'abord, la première pour Émilie Moreau. Vous aviez montré une carte des occupations temporaires sur le Grand Paris. Est-ce que vous savez quelle est la part des occupations de centres temporaires, de centres d'hébergement d'urgence? Et si oui, est-ce que vous avez une idée ou d'autres études qui expliquent si cette part va avoir tendance à augmenter ou stagner? Oui, c'est intéressant. Je n'ai pas le chiffre à vous donner ce soir, je pourrais me renseigner, mais c'est vrai que c'est une fonction, en fait, on parle d'hébergement intercalaire, et donc ça fait à peu près une dizaine d'années, effectivement, que finalement on développe une offre d'hébergement sur des sites comme ça, inoccupés, vacants, et ça représente un nombre de places assez important. Je crois que l'hiver dernier, à Paris, il y avait autour de 3000 places d'hébergement intercalaire sur des sites intercalaires comme ça. Voilà, mais je ne saurais pas vous dire quelle est la part finalement occupée par cette fonction dans l'ensemble des occupations temporaires que j'ai présentées. Il est probable que, en tout cas, que cette part ne diminue pas, puisqu'on voit bien l'urgence de cet enjeu social loin d'être terminée. Et donc il est probable qu'on continue d'utiliser finalement ces sites qui, pendant un temps, ne sont pas occupés pour de l'hébergement d'urgence. C'est quand même particulièrement intéressant pour cette fonction. Et enfin, deuxième question pour vous.
Voilà, pour le... Par rapport vous expliquez que vous aviez un projet initial en 2015 sur le site, et au fur et à mesure qu'il s'est modifié avec les grands voisins, donc notamment avec plus de mètres carrés pour les activités, avec... Non ? C'est pas tout à fait ça. Mais du coup, en quoi qu'est-ce que les grands voisins ont apporté pour le futur écoquartier en termes... Alors peut-être par rapport à la question précédente, l'association Aurore existe depuis 1870 ou 1880. Ils font de l'hébergement d'urgence depuis cette époque-là. Avec de l'hébergement classique. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils font de l'hébergement temporaire. Après, je crois qu'aujourd'hui, il y a des discussions assez fines avec la ville de Paris. Quand Aurore a dû libérer une partie du site ici, ils ont trouvé dans Paris ou entre proches couronnes les places équivalentes. Enfin, je pense qu'il y a un travail que je ne connais pas. Je pense que peut-être le plus intéressant, c'est que vous contactiez directement Aurore parce que voilà, ils ont un travail extrêmement fin sur un certain nombre d'occupations temporaires. Par rapport aux grands voisins, alors l'intuition de plus d'activités, on l'avait déjà dès le début. On trouvait que le quartier était un peu monofonctionnel. En fait, les grands voisins, ils nous ont, quand j'ai dit, ils ont vraiment sublimé le site. Je pense que par rapport à la question du quartier piéton, c'était déjà un sujet qui était abordé dans la concertation avant qu'on arrive en 2014. Mais il y avait un débat sans fin. C'est bien, c'est pas bien, ça va être dangereux, ça va être machin. Enfin, il y avait vraiment un débat. C'est-à-dire et on n'avait pas d'idée très claire là-dessus. Pour nous, c'était évident que ce quartier-là, il devait être à dominante piétonne. Et puis 6 mois après, les grands voisins, ils ont démontré qu'un espace piéton, ça peut être bien géré, ça peut être très bienveillant, ça peut accueillir des voisins, des gens qui habitent au-dessus, des gens qui viennent de très loin. Donc, pour nous, en tout cas, la relation avec les grands voisins, elle a été toutes les quelques idées qu'on avait, ils les ont transformées, ils ont montré qu'elles marchaient très bien. L'activité, par exemple, dès le début, on s'est dit, il y a ces cours anglaises. Peut-être une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en 2015, quand on a commencé à travailler à l'été, on savait qu'il y aurait l'occupation temporaire. Et globalement, on se posait la question, on se disait, mais ce site, il est génial. Alors, on connaissait Youssou Camp de Marseille, ils n'avaient jamais fait un projet aussi gros qu'aujourd'hui. On se disait, ce site est génial, ça va être quoi l'intérêt pour la ville en termes de fin de mandature, parce qu'on était en 2015, un projet urbain, ça met très longtemps à se dérouler, à se mettre en place, pour faire un projet d'aménagement qui va forcément tout transformer. Il y a un enjeu évidemment de faire du logement dans Paris, etc. Mais ça aurait été plus facile de faire un super projet d'occupation temporaire qui dure. Et donc, nous, dans la méthode de projet auquel on avait répondu dans la consultation à la Ville de Paris, on leur a dit il faut faire les deux en même temps. Pas qu'il y ait un qui soit... comment dire ? Il ne faut pas que l'occupation temporaire, elle se fasse comme on l'a dans d'autres projets en France qui sont hyper intéressants. Il y a le débat sur Darwin aujourd'hui à Bordeaux, où Darwin a inventé un lieu, ils ont fait un truc incroyable, ils ont créé ce lieu, et au moment où on demande à Darwin de libérer le lieu, ils disent non, c'est nous qui l'avons fait. Et la légitimité, elle est quand même là. Donc aujourd'hui, nous, on a proposé de travailler sur un temps très court sur le projet urbain. Donc on a commencé à travailler en juillet. En septembre, on rendait nos 6 grands fondements aux élus, on l'a présenté en décembre à toute la concertation, etc. Et donc les grands voisins ouvraient à peine, et dans l'idée de se dire on va travailler ensemble et on va conforter certaines hypothèses, il y en a d'autres qui seront mis en cause, il y a des temps de concertation, il y a des moments où il y a moins de concertation, etc. Et donc les grands voisins, ils ont permis de conforter un certain nombre d'hypothèses qu'on avait qui étaient peut-être un peu fébriles. La question de l'occupation, avant les grands voisins, je pense que plateau urbain, personne n'en avait jamais entendu parler, c'est des gens brillants, extrêmement brillants et extrêmement jeunes. Donc avant les grands voisins, ils avaient fait peu de choses. Et donc ils ont démontré dans un temps très court que ce lieu pouvait devenir un grand lieu d'activité pour de l'économie sociale et solidaire, pour plein de types d'activités dont on n'aurait pas forcément imaginé place, qu'elles prendraient corps dans le 14e arrondissement de Paris, dans cet endroit-là. Je pense qu'ils ont démontré ça. Ils ont démontré aujourd'hui que le commerce, ça peut marcher sur une cour qui est a priori fermée, qui n'a pas la bonne façade commerciale, etc. Je pense que les grands voisins, avec toute l'inventivité qu'ils ont, qui développent sur l'espace public, l'attention qu'ils portent au site, c'est-à-dire que, souvent on le voit, d'une semaine à l'autre, il y a des choses qui changent. Ils réparent des choses, ils changent des choses qui ne marchent pas, qui démontent, etc. Ils ont une sorte de vitalité que nous, derrière nos ordinateurs, etc., on n'a pas forcément. Donc c'est pour ça que nous, dans certains projets, on travaille beaucoup avec l'urbanisme préfiguratif, parce que ça permet de tester des choses, tester des usages, etc. Donc les grands voisins,
ils ont donné ça, et puis ils ont donné la notoriété dont on parlait au site dans ce type d'occupation temporaire. Et puis ils ont aussi démontré une chose que je pense qui n'avait pas été faite ailleurs en France, c'est qu'on peut avoir un lieu d'hébergement d'urgence avec quand même 600 personnes en difficulté qui habitent un lieu, qui sont en même temps ouverts au public, qui sont ouverts à des gens plus jeunes, à des bobos, à du grand public, dans lequel on peut avoir un camping, etc. Un lieu où on peut faire des super fêtes, mais tout ferme à 22h parce qu'il y a des gens qui dorment. Enfin, que cette cohabitation, on peut l'inventer dans la ville. Et ça, je pense que, alors ça, c'est pas du tout nous, c'est vraiment les grands voisins qui ont fait cette démonstration qui est extraordinaire. Enfin, là, je pense que... Et les grands voisins, ils ont amené ça. Ils ont amené l'envie que tout le monde aujourd'hui, tous les élus, alors que la mairie d'arrondissement avait déjà cette envie très fortement, et les élus centraux aussi, mais ils ont démontré que ça, il faut que ça dure. Donc il faut qu'on trouve une manière de le faire perdurer dans un projet urbain qui, à un moment, se fige dans des constructions, etc. Donc d'inventer des modes de gestion des espaces publics. Est-ce que les habitants vont pouvoir y participer? Est-ce que c'est que les directions de la ville? Comment est-ce qu'on fait cohabiter les différentes directions dans un équipement public? Qu'est-ce qu'ils vont mutualiser? Parce que les choses sont assez cloisonnées. Enfin, toutes ces questions-là, elles viennent aussi de la démonstration qu'on peut faire différemment. Et ça, les grands voisins, ils l'ont vraiment démontré. Ça sera réabordé dans des conférences suivantes, notamment sur l'urbanisme collaboratif, où on vous présentera la manière dont on va s'y prendre pour essayer de garder ce fil, en fait, dans la conception du projet. C'est la... 4 février. Oui. Il y a une question. Oui, je crois d'ailleurs qu'il y a une autre conférence avant le 4 février. Il y en a une en décembre. Hein. Bon. Enfin, je ne vais pas l'annoncer. Non, ce que je voulais dire, c'est que, bon, M. Beltrando me connaît et quelques autres. Au sein du conseil, il y a un conseil de quartier Montparnasse-Raspail, et avec quelques autres, en particulier les deux présidents de conseil de quartier successifs, on s'est intéressé depuis 2014 à l'évolution de la concertation de Saint-Vincent-de-Paul, des architectes, puisqu'il y avait d'abord M. Lozeral, ensuite Agnoji Beltrando, enfin l'atelier Beltrando. Et je pense, enfin, M. Beltrando l'a dit, je pense que avant les grands voisins, je crois que sont arrivées 2 associations, Yes We Camp qui venait de Marseille, si ma mémoire est bonne, et Plateau Urbain qui venait je ne sais pas d'où, mais je pense que personne n'a pensé à ce moment-là qu'il y aurait le développement qui s'est fait les grands voisins. Et que personne... tout à l'heure, il a été dit qu'ils sont arrivés en octobre 2015, donc c'est quand même assez récent, ça fait 3 ans. J'ai entendu quelqu'un à l'Institut l'IAU, c'est l'Institut d'Aménagement, quelqu'un dire doctement, Saint-Vincent-de-Paul, c'est le cas classique d'intermédiaire, enfin d'urbanisme transitoire. Alors c'est classique, sauf que, surtout quand je l'ai entendu, il y avait 2 ans. Hein. Non, mais je crois effectivement qu'il y a eu quelque chose de formidable qui a été fait. M. Beltrando l'a très bien expliqué. Et du coup, l'aménageur, la ville, la mairie pense à ce que quelque chose continue. Je ne sais pas si c'est entièrement défini, mais on parle des cours anglaises, on parle... ça, c'est économie sociale et solidaire, ça, c'est très important. Il y a eu sur les bâtiments, M. Beltrando, effectivement, l'atelier Beltrando a gardé plus de bâtiments que ce qui était prévu avant. Et j'ai juste une petite question que je peux vous poser autrement, mais la lingerie, c'est bien cette année que ça a été décidé. Et qu'est-ce qu'on va faire dedans? Non, mais on ne le sait peut-être pas. Hein. Je pose juste la question parce que je vois pas je ne sais pas. Voilà, c'est tout. En fait, il y a une chose qu'on n'a peut-être pas évoquée, mais ça sera évoqué la fois du février, donc je ne voulais pas aborder tous les sujets. Mais vous l'avez dans le dossier de presse. Si vous lisez bien le dossier de presse, où il y a plein de réponses à plein de questions, mais elles seront encore mieux expliquées par le sens de la ville et les grands voisins qui seront là en février. La lingerie et d'autres espaces comme la Maison des médecins vont faire l'objet d'un appel à projet avec les cours anglaises pour trouver le bon investisseur qui va apporter beaucoup de foncier avec des valeurs locatives très différentes pour trouver le bon projet. Donc aujourd'hui, on a un café magnifique. Peut-être que ça sera aussi un café magnifique. On ne peut pas prédire l'avenir là-dessus. Mais en tout cas, ça sera de l'activité, ça sera public. Non, aussi, non, c'est clair. Oui, c'est clair. La loge du gardien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, monsieur? Alors, c'est pas forcément... Enfin, ça sera peut-être des questions, mais juste, j'ai travaillé
sur ce site pendant 1 an et demi en tant qu'anthropologue et en tant que thésard. Et j'ai entendu des questions tout à l'heure par rapport aux résidents et par rapport à ce genre de choses. Donc je me dis que je pourrais peut-être apporter quelques précisions par rapport aux chiffres, etc. par exemple. Et puis aussi, du coup, j'aurais peut-être après quelques remarques à faire sur votre présentation par rapport de mon point de vue et de ma propre expérience, si ça vous dérange pas. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ok. Oui, donc juste par rapport donc il y avait des questions, il me semble, par rapport au nombre de personnes qui étaient hébergées dans les centres d'hébergement, par rapport donc à qui héberger ces personnes. Donc, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, effectivement, les hébergements avaient commencé dès 2011. Et en 2015-2016, donc quand les grands voisins sont entre guillemets à leur pic d'occupation jusqu'en 2017, on en est à peu près à 330 personnes accueillies par l'association Aurore et 250 personnes accueillies dans le foyer Coalia de manière officielle, on va dire. Parce qu'après, évidemment, ça ne prend pas en compte le turnover, qui est important dans ces centres d'hébergement, que ce soit en fonction des personnes qui quittent les centres d'hébergement pour des raisons X ou Y, qui peuvent être des moments heureux de retour effectivement à l'emploi, mais qui peuvent être aussi des moments de disparition, voire de décès, qui ont eu lieu, effectivement. Donc, pour remettre un petit peu ça en contexte, c'est le fait que le foyer Coalia est parti donc, dès le milieu de l'année 2017. Donc, c'était pas jusqu'à la fin de 2018, il y a eu 600 personnes. Il y a eu effectivement des allées et venues. Après, la maternité Pinard a été réoccupée par un autre centre d'hébergement d'urgence qui a accueilli de façon temporaire des familles, notamment, et des femmes isolées seules avec enfants. Donc ça, c'était pour remettre en perspective par rapport à quelques chiffres qui m'ont fait un peu sursauter, et aussi par rapport au nom grand voisin. C'était intéressant parce que, de ce que j'en sais en tout cas, parce que je n'étais pas présent à l'époque, il me semble que le nom de grand voisin a émergé de l'ordre des premiers conseils, à l'époque où on parlait de démocratie participative sur ce site, et où il fallait effectivement donner un nom à ce site, et où c'est depuis Yes We Camp, il me semble, que le nom grand voisin est parti. Donc c'est pour remettre un petit peu en contexte par rapport à ça. Ensuite, j'ai un peu sursauté, je dois vous avouer, quand j'ai vu, le chiffre de 11 services civiques en équivalent temps plein créés sur ce site, qui me semble pour le moins dire assez sous-estimé, dans le sens où, à mon sens, c'est peut-être à multiplier par 10 ou par 20, en prenant en compte l'ensemble des associations, évidemment, mais même en prenant en compte simplement l'association Aurore et Yes We Camp et Plateau Urbain, on est sur des chiffres, à mon avis, qui sont bien plus élevés. Ensuite, j'aurais peut-être 3 remarques dans le sens où, par rapport à mon expérience, là je vous parle mon expérience en tant que thésard qui a travaillé sur le site pendant 1 an et demi et sur lequel, disons, il y a un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur. C'est sur cette vision de l'histoire du site qui me paraît un petit peu, un peu long fleuve tranquille, j'ai envie de dire, dans le sens où il me semble que sur les 20 dernières années, on a quand même eu un mouvement social massif qui s'est effectué dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de protection des services publics. On a eu effectivement 5 centres d'hébergement. Donc, c'est un centre d'hébergement, je ne sais pas si vous avez foutu les pieds là-dedans, mais ce n'est pas franchement la vie en rose. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de remettre en perspective ce genre de choses. Et aussi la question évidemment de la précarité des personnes qui ont travaillé sur ce site, que ce soit évidemment les personnes hébergées ou les personnes d'une manière générale qui ont pu travailler ici et qui trouvent peut-être aujourd'hui les moyens de leur institutionnalisation parce qu'elles ont travaillé, elles ont beaucoup travaillé. Et il fallait peut-être récompenser à ça. Donc je me demandais à quel point, dans vos projets mémoriels, vous alliez intégrer ce genre de perspectives, disons, qui sont pas simplement effectivement des reconstructions a posteriori, mais effectivement des faits qui se sont réellement passés et qui, à mon sens, demanderaient peut-être un peu d'intégration, peut-être. Alors, juste avant de vous laisser la parole pour répondre sur la question des chiffres, je voulais juste ajouter, Corinne Martin l'a dit tout à l'heure, sur un tout autre sujet de l'urbanisme collaboratif. C'est vrai qu'en fait, cette première soirée de conférence, elle inaugure un cycle de 12 conférences. Et donc, bien évidemment, l'objet de ce soir, c'était vraiment pas de rentrer dans le détail de chacun des enjeux de ce qui a fait le site dans son histoire et dans ce qui sera fait. La question de l'accueil, ça sera l'objet d'une soirée, comme la question des nouveaux commerces, comme la question du patrimoine paysager du site et de ce qui va devenir. Enfin, je veux dire, on ne va pas tout aborder ce soir. Néanmoins, sur la question des chiffres que vous avez avancé, Émilie Moreau, du coup, je vous laisse la parole sur cette histoire de... Oui, ce chiffre, je suis désolée, là, je n'ai pas forcément la réponse. En fait, c'est vraiment issu d'un entretien qu'on a eu avec l'ensemble des associations, enfin avec les 3 acteurs principaux de l'animation du site que je citais tout à l'heure. Donc, il est extrait de ces entretiens qu'on a eu avec eux.
Voilà, après, il ne comprend pas, certainement, comme vous le dites, l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur site. Donc, il est certainement, effectivement, tout à fait sous-évalué. Ensuite, sur les chiffres, j'avais bien précisé, effectivement, qu'on a eu 600 personnes hébergées au moment où, finalement, le taux d'occupation était le plus important. Mais pas effectivement jusqu'en 2018, puisque là, on est dans la phase 2 de l'occupation que moi, je n'ai pas du tout commenté. Et voilà. Juste pour préciser, pardon, j'ai pas envie de jouer à la petite bête, mais c'est aussi une question. Enfin, disons que les Coalia sont partis début 2017, donc vers mars-avril, et la phase 1 continue jusqu'en 2018. Donc effectivement, jusqu'à la fin de la phase 1, il n'y avait pas 600 personnes sur ce site. Oui, après, c'est une question. Pardon, je cherche la petite bête. Oui, non, mais en tout cas. Alors, par rapport à la question mémorielle et le prolongement, etc. Nous, on n'est pas en mesure de tout décider. On a travaillé à un moment X et après, on intègre des données. En tout cas, la question de l'occupation par des foyers a en tout cas interrogé tout le monde. Dans la programmation des 40 000 m² de logement de l'opération, se poser la question des 50%, enfin des 40 000 m² de logement, des 50% de logement social. Aujourd'hui, dans l'opération qui est en train d'arriver à maturité sur les questions programmatiques, ce qui est toujours un objet très complexe, il y aura un centre d'hébergement d'urgence, un hôtel social. Il y avait tous ces sujets-là qui étaient évoqués en 2015-2016, ils n'étaient pas du tout gravés dans le marbre. Aujourd'hui, ça paraîtrait inconcevable qu'ils ne soient pas là. Donc je pense qu'il y a aussi cet héritage qui ne sont pas du tout de notre fait, qui sont aussi de l'héritage du site, mais c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Mais ils sont là et en tout cas, ils vont prendre place dans le projet. On en reparlera de toute façon. Merci à tous, merci pour vos interventions. On va devoir libérer la lingerie. Simplement, avant que vous partiez tous, je voudrais dire qu'au sein de notre public ce soir, il y avait aussi des résidents, notamment une personne photographe qui a fait tout un travail de campagne pendant ces 2 ans d'occupation temporaire, un travail photographique, artistique, et donc vous pouvez consulter éventuellement son ouvrage qu'elle nous a laissé ici, et vous pouvez en prendre connaissance, Catherine Gris. Voilà, elle pourra vous en parler mieux que moi. Et quant à moi, je vous invite pour la fois prochaine sur la question des matières et réemploi, donc la démolition, le réemploi des matériaux de construction sur le site de Saint-Vincent-de-Paul et ailleurs. Ce sera une nouvelle thématique abordée. Donc, au Grand Voisin, donc le 10 décembre, lundi 10 décembre, et cette fois-ci, ce sera à la Pouponnière. J'en profite aussi pour remercier pour leur accueil l'équipe des Grands Voisins et de Yes We Camp, donc toute la logistique, les gens qui ont tenu le bar ce soir, les régisseurs, et on se retrouve le mois prochain. Merci à tous.